L'aile droite d'un avion était en feu, il appelait à l'aide d'urgence, il était sur le point de s'écraser et les étudiants à l'intérieur hurlaient de peur et d'agonie. L'équipage a fait de son mieux pour les calmer et a demandé à tous de mettre leur masque à oxygène. Soudain, une forte explosion retentit, poussant les étudiants à s'accrocher à leur siège et à prier pour un miracle. Keo fut interpellé par son camarade. On lui dit de se ressaisir et d'essayer de se changer les idées. L'homme sourit, faisant référence à un film de Liam Neeson en rapport avec ce qu'il vivait. Kyo sourit à la blague, mais nota qu'elle n'était pas vraiment drôle. Mystérieusement, l'avion de ligne transportant 510 personnes au-dessus de la mer du Japon disparut sans laisser de traces. Cette disparition massive sans précédent provoqua un tollé mondial et laissa une cicatrice profonde dans le cœur des gens. Les familles des victimes pleuraient sans corps, avec seulement les noms de leurs êtres chers gravés dans leur cœur. Kyo ouvrit lentement les yeux et fut accueilli par la vision d'un être divin qui leur dit qu'ils avaient été choisis comme sauveurs. L'être expliqua qu'ils seraient transportés dans un monde d'épées et de sorcellerie bien au-delà de leur époque. La Terre était au bord de l'extinction à cause des avancées de l'armée du roi démon. Les humains étaient ravagés par des demi-humains et des hommes-bêtes corrompus par le pouvoir des ténèbres. Avec cela, elle leur donnerait des compétences pour les aider dans leur mission de sauver leur nouveau monde. Soudain, des écrans apparurent de nulle part, comme un menu de statuts de jeu. Les étudiants se demandèrent les uns aux autres quelles compétences ils avaient reçues. Pendant ce temps, Kyo regarda son écran et découvrit qu'il avait été doté du pouvoir du marcheur d'ombre. Grâce à ce pouvoir, il pouvait se déplacer à travers les ombres et y stocker des objets. Son ami Ren trouva son pouvoir impressionnant et l'assura que si quelqu'un les attaquait, ce serait lui qui les mettrait hors d'état de nuire. Il devait survivre dans ce nouveau monde après avoir réchappé du crash d'avion. L'être divin appela alors les 34 héros et déclara qu'à partir de ce moment, leur but était de vaincre le roi démon et de sauver le monde de la destruction. Ils devaient utiliser leur courage, leur sagesse et leurs compétences. La porte vers un autre monde s'ouvrit et ils firent tous leurs premiers pas sur leur nouvelle voie. 2 ans plus tard, la bataille finale des héros contre le roi démon commence. Une bataille féroce fit rage pendant 3 jours et 3 nuits entre les deux forces. Finalement, la chef des extravertis, Kira, vainquit le seigneur démon. Les humains gagnent la guerre contre les démons et pourtant cette bataille pour sauver l'humanité coûte cher à d'autres. Kyo pleure son cher ami Ren, l'une des victimes de la guerre. Ils ont rempli leur mission et accompli leur objectif d'anéantir le seigneur démon. 1 an plus tard, un dirigeable survole le ciel, diffusant la célébration de l'anniversaire de l'Empire Nicole fondé sur les ruines du seigneur démon. Puisque c'est un jour spécial, le roi tiendra la cérémonie lui-même et rassemblera tout le monde. Elle leur a aussi dit que même les esclaves auraient la permission de sortir. Pendant ce temps, dans une mine, les esclaves sont informés qu'ils se rendront sur les lieux de la cérémonie pour la regarder. D'ici là, ils doivent continuer à extraire les débris restants de l'armée démoniaque. Les esclaves, y compris Kyo, continuent de creuser la grotte. Il finit par trouver une autre pierre magique et range les autres dans son ombre grâce à sa compétence de coffre d'ombre. Son ami Tatsu lui parle et exprime sa déception quant à leur niveau et leurs compétences. Il trouve injuste d'être un esclave avec d'autres races et de voir leur vie s'épuiser lentement. Les solitaires et les introvertis comme eux restent des perdants, même dans un autre monde. Kyo acquiesce et mentionne qu'il voulait juste rentrer chez lui. Soudain, ils entendent Riku, le responsable des mines, réprimander et frapper l'un des esclaves qu'ils reconnaissent comme l'un de leurs camarades de classe, Nakano. Kyo se souvient de Ren et comment il aurait sûrement aidé ce pauvre homme à ne pas être battu. Riku lui donne un autre coup de pied brutal et Kyo manque de s'interposer. Cependant, Tatsu le retient et l'empêche d'intervenir. Il n'a rien à faire à jouer les héros ici alors qu'il est lui aussi impuissant. Il porte des colliers qui risquent d'exploser s'ils se rebellent. Dans leur monde, au moins ils avèrent des droits, mais dans le nouveau, ils sont traités comme de simples perdants. Kyo serre les dents et retient tout. Même dotés de compétences et salués comme des héros, ils ont fini par être des jouets pour les puissants de ce monde. Il trouve cela exaspérant et si seulement il avait le pouvoir, il changerait le monde. Il lève sa pioche et l'enfonce avec force dans le sol. En sueur, il découvre une lumière provenant du trou qu'il vient de creuser. Il trouve alors une pierre rare, sans commune mesure, avec les pierres magiques habituelles qu'il obtient d'habitude. À partir de ce moment, son destin commença à basculer. Le dirigeable continue de voler dans le ciel, tandis que les gens acclament et attendent l'arrivée de leur roi. L'annonceur déclare alors l'arrivée du roi et de sa suite royale. Tandis que les esclaves observent depuis les coulisses, il monte sur ce scène et se présente au public. Kyo réprime sa colère en voyant le roi, l'appelant plutôt le seigneur démon. Le public commence à être submergé par sa présence. Kira monte sur scène et se tient devant son peuple. Il s'éclaircit la gorge et déclare qu'1 an s'est écoulé depuis qu'ils ont fait la guerre aux démons. Il doit la victoire aux âmes courageuses qui ont combattu à leur côté et aux gens qui n'ont pas fléchi et perdu leur foi en les héros. L'extermination de l'armée survivante du roi démon est presque achevée et l'avenir de l'humanité dépend de ce qu'ils feront ensuite.
Cependant, au plus profond de l'Empire subsiste encore la volonté du Seigneur Démon. Le joyau central et la source du pouvoir du roi démon n'ont pas encore été récupérés ni détruits. D'ici là, ils ne peuvent pas vraiment dire que le roi démon a été vaincu. Après son discours, la foule acclame immédiatement, respectant profondément son roi. Il quitte la scène et la cède à Kurisu. L'homme lance la chanson entraînante et exhorte la foule à faire du bruit et à lancer la fête. Le DJ lui donne un rythme et le spectacle de feux d'artifice commence pendant que les gens dansent. Pendant ce temps, les esclaves restent sombres dans un coin. Plus tard, ils reprennent leur devoir d'extraire des pierres magiques dans les souterrains de l'Empire. En creusant, Kyo se souvient de la pierre unique qu'il avait déterrée plus tôt. Il s'avère que c'est la volonté du roi démon et sa source de pouvoir. Il pense à l'utiliser pour enfin échapper à son enfer. Juste à ce moment, un esclave tombe à genoux et supplie l'homme de les laisser manger car cela faisait 4 jours. Au lieu d'avoir pitié de lui, l'homme le frappe. Il lève ensuite son épée et s'apprête à tuer l'esclave. Quand Kyo se souvient de Ren et comment son ami courageux se serait battu pour l'esclave s'il avait été là, Ren n'aurait jamais abandonné personne. Galvanisé par le souvenir de son ami, Kyo serre fermement sa hache et se jette sur l'homme. Il veut être comme son ami Ren, même s'il est loin d'être aussi fort que lui. Riku le gifle violemment au visage. La force le projette instantanément au sol. En quelques secondes, le pied de Riku est déjà sur son visage, le poussant avec force. L'homme rit de son audace, le traitant de fou d'avoir même essayé de se battre. Il hurle alors un nouvel ordre à chaque esclave de tabasser Kyo jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Impuissants eux aussi, les esclaves commencent à le frapper pour éviter la punition. Au final, Kyo reste faible et impuissant dans ce monde et probablement dans le prochain. Son destin funeste ne changera jamais, peu importe ses efforts. Alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, Riku ordonne aux esclaves de le jeter au cachot. 3 esclaves l'aident à le porter tandis que son ami pleure pour lui et exprime des remords de l'avoir blessé. Dans la cellule, Kyo est entravé. Douloureux, il se demande quand il a mangé pour la dernière fois. Le joyau du roi démon brille à ses côtés. Un système apparaît et l'informe de sa compatibilité avec le joyau. À ce moment-là, les blessures de son corps guérissent et sa force est restaurée. Une démone apparaît alors devant lui et déclare qu'il a été choisi par la volonté du Seigneur Démon et qu'il doit suivre cette voie avec elle. La démone se nomma Tassia, la servante du roi démon. Kyo n'arrive pas à croire que le roi démon soit en lui. Il gagna une super force et put se libérer de ses entraves. Désormais, il dirigera la race démoniaque et régnera sur le monde. Taja a débloqué avec succès le mode de compatibilité pour lui, ce qui signifie qu'il doit devenir le prochain roi démon. Il se moque de cela, disant qu'il n'est pas fait pour le combat et n'a aucune compétence de combat unique. Elle lui prend la main et lui dit qu'il est le seul sur qui leur race peut compter. Gêné, il réalisa que c'était la première fois que quelqu'un comptait sur lui. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Faja admet que cela lui fait mal de compter sur lui, car il était à l'origine un ennemi. Beaucoup de ses camarades sont toujours asservis et leurs terres ont été pillées. Même les 4 rois célestes de l'armée du roi démon, sur lesquels ils comptaient, ont été réduits en esclavage. Ainsi, leur haine envers les humains était profonde. Kyo commente qu'on leur a dit par la déesse que l'armée du roi démon avait été la première à envahir l'humanité. Cependant, Tija lui dit que c'est un mensonge. Il y a plusieurs siècles, humains et démons vivaient paisiblement sur la même terre sans jamais revendiquer les territoires des uns et des autres. Mais il y a 3 ans, les héros qui ont émergé de la porte vers un autre monde ont brisé cette paix avec leur pouvoir écrasant. Le roi démon et ses 4 rois célestes ont combattu pour leur race, mais ont finalement été vaincus. Après la guerre, elle a patiemment continué d'attendre l'hôte compatible pour la volonté du roi démon. Kyo n'arrive toujours pas à croire qu'il est le prochain roi démon. Elle souligne qu'il partage le même désir de se venger des rois héros. Il a toujours été intimidé par les mêmes personnes, du passé comme du monde actuel. Bien sûr, il veut se venger d'eux, mais il n'y a aucune chance qu'il soit le prochain à diriger les démons. Pour le lui prouver, il vérifie de son statut. Il a toujours sa classe de héros, ce qui est ironique à penser maintenant qu'il vient de devenir le roi démon. Puisqu'il a la capacité de conquérir les ombres, cela seul est compatible avec les pouvoirs obscurs du roi démon. Cependant, elle trouve hilarant que son niveau ne soit que de 5. Elle pense que ce doit être un bug, mais découvre qu'il n'est vraiment pas destiné à combattre en première ligne. Il a toujours fourni un soutien en tirant différentes armes des ombres. Par conséquent, son niveau n'a pas augmenté d'un iota. Tija ne peut s'empêcher d'être déçu par leur situation actuelle. Puisqu'ils n'ont pas le choix, elle décide qu'ils doivent l'entraîner pour augmenter son niveau et ouvre un portail. Elle le tire à l'intérieur et lui dit qu'ils sont dans la chambre des volontés. Un espace créé par la volonté du roi démon, les derniers souhaits de ceux qui ont combattu les rois démons du passé résidant dans cet espace. Là-bas, il traversera d'innombrables portes et vaincra les vestiges attaquants pour absorber leur puissance de niveau. De plus, le temps s'y écoule différemment de l'extérieur, il pourra donc s'entraîner à sa guise.
Avec cela, ils peuvent viser à devenir les premiers à dépasser le niveau 99. Après leur discussion, Kyo est enfin prêt à affronter le premier démon. Une porte s'ouvre et un gobelin de Baran apparaît. Le démon se jette sur lui et il peut facilement voir ses mouvements car il n'est pas si rapide. Il utilise sa compétence d'ombre et sort son épée de son coffre. Il tranche ensuite le gobelin, l'anéantissant sur le champ. Grâce à cela, son niveau est automatiquement passé à 6. Il regarde Tassia avec excitation, annonçant qu'il a vaincu un gobelin. Enthousiasmé, il pense même que monter de niveau est assez facile. Cependant, elle le prévient qu'il ne doit pas baisser sa garde, car les gobelins sont des créatures qui aiment se regrouper. Juste à ce moment, une armée de gobelins sort de la porte. Kyo est soudainement submergé et alarmé par la situation, surtout après avoir vu le plus grand chef gobelin au loin. Les gobelins se jettent d'eau sur lui d'un coup. Sans aucune expérience de combat, les gobelins profitent facilement de la situation et le blessent immédiatement. Le chef gobelin lève son arme contre lui et porte un coup. Le coup laisse Kyo incapable de bouger, étendu sur le sol. Il se demande si c'est le moment où il va enfin mourir. N'ayant rien à laisser dans ce monde, seul et froid à nouveau, il a toujours été seul et maintenant il mourra seul aussi. Alors qu'il ferme les yeux, Tija lui dit que puisqu'ils sont dans un espace artificiel, il ne peut pas mourir ici. Sur ce, il ressuscite et son cœur recommence à battre, envoyant une décharge de puissance dans son corps. Il ouvre de nouveau les yeux et son corps est maintenant contrôlé par le pouvoir de la volonté du démon. Cela lui dit de se réveiller et de se battre, lui criant d'être fort. Endurci par sa haine des rois héros, il demande à la volonté du démon une puissance formidable. Il invoque sa lame des ombres, qui est maintenant transformée en une épée sombre raffinée. Le corps de Kyo est maintenant parcouru de puissance, mais il a l'impression que ce n'est toujours pas suffisant. S'il doit mourir autant de fois qu'il le faut pour gagner plus de pouvoir, il le fera. Il tuera chaque monstre à l'intérieur de la chambre pour monter de niveau et être le plus fort. Résolu à obtenir plus de pouvoir, il active pleinement sa nouvelle lame et anéantit avec succès chaque gobelin sur son chemin. Tija est heureuse de voir sa rapide amélioration et Kyo admet qu'il n'a plus peur. Il se jette sur le chef gobelin et le tranche en deux. Kyo accepte finalement d'être le nouveau roi démon, ce qui change sa classe de héros à roi démon. Sur un toit, Kyo est face à face avec son ami Ren qui s'excuse de ne plus pouvoir le protéger. Kyo est submergé par la peur, surtout après avoir vu son ami dans un état de décomposition. Soudain, Ren exprime des remords d'avoir dû mourir le premier alors qu'il avait encore tant à faire. Kyo se réveille en sursaut. Il venait de faire un cauchemar et Tassia est assise à côté de lui. Elle lui dit que c'est normal car son corps ne s'est pas encore adapté à la montée rapide de niveau. Il peut donc sentir son corps étranger. Elle lui demande s'il se sent bien maintenant et lui touche la tête, ce qui le trouble. Après avoir vaincu l'armée de gobelins, Kyo est actuellement au niveau 26. Il ne s'attendait pas à grand chose, mais c'est une réalisation significative et il a l'impression d'être devenu une personne complètement différente. C'est incroyable que son corps se sente léger et il n'arrive pas à croire que c'est exactement le pouvoir d'un roi démon. Il fait face à une autre porte et une autre bête en sort. Le nombre d'ennemis que le roi démon a combattu est tout simplement stupéfiant, mais il n'y a pas de temps pour être troublé. Le monstre lion est énorme et il commence à devenir nerveux. Il s'était laissé emporter par l'excitation plus tôt et maintenant il commence à se sentir mal à l'aise. Le lion lance une attaque et il l'esquive immédiatement. Les attaques sont plus rapides et plus lourdes que celles du chef gobelin et si ses coups le touchaient, il serait mort à coup sûr. Le niveau du lion est inférieur au sien et il peut clairement voir les attaques. Mais son corps ne peut toujours pas suivre son niveau. L'ennemi se jette avec une autre attaque et la force brute le tue sur le champ. Sur ce, sa compétence de résurrection s'active, lui donnant un autre coup de pouce et le régénérant. Même s'il n'aime pas cette sensation, il sait qu'il doit passer par la régénération. C'est une sensation dégoûtante et il peut sentir son sang refluer dans son corps, revenir à la vie étant plus douloureux que mourir. Cependant, il doit faire en sorte que son corps se souvienne de cette sensation en mourant encore et encore. Le lion lève son arme, prêt à frapper de nouveau. Kyo, à son tour, esquive l'attaque et s'éloigne d'un bond. Il essaie d'apprendre les mouvements de la bête et à ce moment, sa peur de mourir à nouveau disparaît lentement. Il tranche alors son épée vers l'ennemi, l'anéantissant efficacement. En conséquence, son niveau augmente de nouveau. Après cela, il combat d'innombrables monstres qui émergent des portes les uns après les autres. Il tue un hibou géant, une bête gigantesque et une araignée venimeuse. Il les tue à plusieurs reprises et chaque monstre qui le combat est vaincu, tandis que lui, à son tour, est également tué à plusieurs reprises. Même si différentes bêtes le combattent à chaque fois, il ne montre jamais aucun signe de reddition. Il affronte chaque bête de front, il y en a même une qu'il combat sans cesse pendant 4 mois consécutifs, car il ne cesse de mourir encore et encore. Il a perdu le compte du nombre de fois où il est mort. Au fil du temps, il rencontre un monstre transcendant dont le niveau est incommensurable.
Tassia sourit en le regardant et admet qu'elle avait longtemps soupçonné qu'il possédait cette source de pouvoir obscur. La solitude, la dépression, l'envie et la culpabilité qu'il porte font de lui le roi démon parfait et la véritable source de pouvoir obscur. Quand on lui demande depuis combien de temps il est dans la chambre, Taisha dit qu'il y est depuis environ 768 jours. Elle l'assure qu'il est naturel de perdre la notion du temps une fois que l'on transcende l'humanité. Dans le monde réel, seulement 3 minutes se sont écoulées à l'extérieur. Puisqu'il ne reste qu'une seule porte, Tassia le félicite, lui disant qu'il est maintenant digne de son service et a gagné le titre de Seigneur Démon. Elle s'agenouille devant lui et lui jure fidélité. Elle demande qu'ils accomplissent maintenant le rite de l'Alliance. Juste à ce moment, la dernière porte s'ouvre lentement en grinçant. Avec cela, la chambre des volontés commence lentement à s'éroder. En un instant, il est transporté sur le toit d'une école et il porte maintenant son uniforme scolaire. En scannant les lieux, il comprend que c'est son ancienne école. De nulle part, Ren fait irruption sur le toit à la grande surprise de Kyo. Kira apparaît alors, arborant la même expression vile et intimidante, et lui dit de se battre. Il se demande pourquoi Kira est dans la chambre. Kira se moque de lui, disant qu'il n'a plus besoin de babysitter, puis empale son épée dans le corps de Ren inconscient. Kyo serre les dents de colère, se disant de se calmer et de ne pas mordre à l'hameçon. Après tout, il a affaire à un démon. Il se rappelle que tout cela est faux et juste un rêve. Cependant, la créature devant lui possède les souvenirs de comment il a été transporté dans le nouveau monde, comment il a combattu le Seigneur Démon et comment il a gagné. Il est finalement devenu roi. Il sait aussi que Kyo a dépassé le niveau 99 dans la chambre des volontés. Il se souvient de chaque instant partagé avec le Seigneur Démon et il est donc toujours réel même s'il n'est qu'une copie de l'original. Frustré par leur situation, Kyo lui crie dessus et lui demande pourquoi il l'a toujours tant tourmenté. Kyo lui sourit d'un air narquois, soulignant qu'il y a un ordre dans ce monde. Les faibles et les marginaux comme lui ne sont que des impuretés qui le souillent. Des gens comme lui devraient être appelés pour le bien commun. Kyo ricane, comprenant enfin qu'il ne pourrait jamais raisonner Kira, qu'il soit l'original ou non. Il invoque alors ses épées démoniaques, prêt à l'affronter. Kira se met aussi en position de combat et déclare qu'il est en quelque sorte reconnaissant de l'existence de Kyo. Il affirme que Kyo a rendu leur groupe parfait simplement en existant comme un perdant. Pour lui, c'est amusant et excitant de piétiner les faibles. En colère, Kyo balance son épée sur son ennemi juré, lui criant dessus. Cet homme a fait de sa vie un enfer et beaucoup de gens ont arrêté d'aller à l'école à cause de son harcèlement. Cela ne déconcerte pas Kira du tout car il ne montre aucun remords et minimise plutôt ses péchés en disant que ce n'étaient que des enfants qui se harcelaient. Pendant que Kyo essaie de le frapper, Kira avoue que ce n'est pas le Seigneur Démon qui a tué Ren mais lui. Ren a osé appeler à la paix et à l'unité entre les deux races en pleine guerre. S'il ne pouvait pas partager le même objectif, alors il valait mieux l'éliminer. Il ajoute qu'il ne s'est jamais bien entendu avec Ren de toute façon, et que Ren le cherchait depuis le premier jour d'école. Kyo parvient à l'attraper et le projette violemment au sol. Il l'étrangle, mais Kira affirme que Kyo restera toujours à un niveau bas, car il n'a pas la détermination de tuer. Provoqué, Kyo lui enfonce son épée dans la poitrine. Apparemment immortel, la copie se moque simplement de sa faiblesse. Si Kyo avait seulement eu le courage et la force de riposter avant, les choses auraient pas pu être différentes, mais maintenant, il est bien trop tard. Son ami est mort et il n'a pas pu protéger Ren. Kyo l'empale à plusieurs reprises avec son épée, ses émotions le submergeant. Kira gît immobile au sol, mais il continue de se moquer de son rival. Des taux larmes coulent sur le visage de Kyo, tourmenté par l'homme qu'il déteste le plus. Kira le félicite pour sa victoire et révèle sa vraie nature en perdant lentement sa forme. C'est un monstre capable de prendre l'apparence de ce que son adversaire craint le plus. Parmi toutes les bêtes que Kyo a affrontées, il est le plus fort, capable de puiser dans les souvenirs, les émotions et les pensées. À ce moment-là, il voit que la peur de Kyo a trouvé une nouvelle cible. C'est alors qu'il prend l'apparence de Kyo, révélant que ce que Kyo craint le plus désormais, c'est lui-même et ce qu'il est devenu. Comme par magie, le système déclare qu'il a débloqué avec succès les compétences de la volonté du Seigneur Démon. Tija le félicite d'avoir vaincu la dernière volonté, mais Kyo reste troublé. Il tremble de peur en réalisant que plus il devient fort, plus il se perd. Alors qu'il commence à sombrer, Tija le serre dans ses bras par derrière et lui dit que tout le monde hésite en maniant un nouveau pouvoir. Ce qui compte le plus, c'est qu'il sache se contrôler et rester fidèle à ses objectifs. Kyo se détend à ces mots et regarde Tassia ouvrir un portail vers le monde d'origine. Il réalise qu'il doit juste s'assurer d'utiliser son pouvoir pour sauver les personnes qui lui sont chères. Kira n'a utilisé son pouvoir que pour lui-même, mais Kyo jure à la mémoire de Ren qu'il utilisera sa force pour défendre ceux qui cherchent de l'aide. Ils sont transportés de nouveau aux mines où Riku le voit debout à côté de Tassia.
L'homme tient un esclave inconscient dans sa poigne après l'avoir battu. En voyant Kyo avec une fille, Riku sourit et remarque qu'il a l'audace de s'amuser malgré son statut d'esclave. Il déclare que Kyo a besoin d'une bonne leçon. Tassia exhorte son maître à ignorer l'homme pour l'instant car ils ont encore des choses à faire. Bien que malmené, Tatsu s'excuse auprès de Kyo de l'avoir frappé plus tôt et dit qu'il est l'un de ses vrais amis, admettant qu'il avait seulement peur de la punition. Kyo décide de tester le pouvoir du seigneur démon qu'il a acquis. Feija est d'accord et lui dit qu'il devrait profiter de sa nouvelle puissance. Il lève la main et commence à concentrer son pouvoir dans sa paume. Kyo et Ren sont dans la salle de classe, regardant par la fenêtre. Kyo se demande pourquoi Ren aiderait quelqu'un comme lui sans aucun bénéfice. Ren répond qu'il n'aide pas parce qu'il veut quelque chose en retour. Il le fait parce qu'il ne supporte pas de voir l'injustice. Il ajoute que quelqu'un avec un bon cœur ne mérite pas d'être rabaissé. Il dit à Kyo qu'il devrait garder la tête haute car il est plus fort qu'il ne le pense. De retour au présent, Kyo se souvient de ses mots. Il jure de sauver tous ses amis en voyant Riku traîner Tatsu. Riku regarde Kyo et dit que son visage le met en colère. Il prend un détonateur et dit que si quelqu'un le défie, il n'a qu'à appuyer sur le bouton et les colliers exploseront. Il rit, ivre de l'idée de pouvoir mettre fin à une vie d'un simple doigt. C'est de courte durée cependant, car Kyo arrache facilement le collier de Tatsu. Riku est stupéfait alors que ses deux compagnons arrivent et se demandent ce qui se passe. Il demande ensuite un scanner de niveau, il regarde ce qu'il affiche et est choqué car il croyait que Kyo n'était qu'au niveau 5. Les cadrans tournent rapidement et l'appareil finit par exploser, incapable de lire un niveau aussi élevé. Les copains de Riku riant, pensant que cela signifie que Kyo est juste trop faible pour être enregistré. Tassia sourit et dit qu'un jouet aussi bon marché ne peut pas mesurer le pouvoir du seigneur. Kyo commence à briller en disant qu'il va les utiliser pour tester ses compétences. Il active la capacité marcheur des abysses et fonce droit sur ses adversaires. Il attrape les compagnons de Riku et leur fracasse la tête contre le sol. Riku et Tatsu sont tous deux stupéfaits. Le propriétaire d'esclaves dit qu'ils étaient tous deux au-dessus du niveau 40. Il regarde ensuite Kyo avec colère et dit qu'il va le déchirer. Le jeune homme fait semblant d'avoir peur, puis lance un trou noir. Il commence à aspirer Riku. Son arme est arrachée de sa main alors que Kyo dit qu'il va la confisquer. Le visage de Riku est maintenant rempli de peur alors qu'il demande à Kyo ce qu'il est. Le jeune homme répond qu'il est simplement le solitaire dont ils se moquaient tous. La peur submerge Riku et il commence à s'enfuir. Kyo s'occupe ensuite de Tatsu, blessé, qui lui demande comment il est devenu si fort. Feija apparaît soudainement, furieuse parce que Tatsu a parlé à son seigneur si familièrement. Kyo dit que c'est bon, puis demande à son ami s'il veut se venger d'eux. Tatsu dit oui, mais n'a aucune idée de comment. Kyo invoque toutes les armes qu'il possède et demande à son ami de les distribuer à tous les autres esclaves. Tatsu remarque qu'elles sont toutes de haut niveau. Kyo explique ensuite qu'il les a ajustées pour que n'importe qui puisse les utiliser. Il jure de retirer tous les colliers, puis tend une lame à Tatsu. Quelque temps plus tard, un garde dans la salle vidéo déclare qu'il y a une urgence et que des renforts sont nécessaires. Une voix à la radio demande ce qui se passe et Riku crie qu'il y a une révolte d'esclaves. Nous voyons tous les prisonniers battre les geôliers avec leurs armes nouvellement acquises et éveillées. Ils se précipitent ensuite vers la sortie. Riku est sur leur chemin mais il crie immédiatement de peur en voyant le groupe fondre sur lui. Dans la salle vidéo, les gardes tremblent également maintenant. Les esclaves continuent leur évasion passionnée, tuant tout le monde sur leur passage. Kyo les observe de derrière, tandis que Tatsu lui dit qu'ils peuvent s'en occuper. Il ajoute qu'il organisera une armée rebelle avec le peuple afin de combattre l'Empire. Il regarde ensuite Kyo droit dans les yeux et dit qu'il est leur rayon d'espoir. Kyo est surpris un instant, puis il suit leur conseil de se dépêcher et de monter. Lui et Tassia se mettent alors à courir, se dirigeant dans l'autre direction. Il souhaite bonne chance à ses compagnons, puis arrive au trou dans le mur. Il continue d'avancer, mais ne peut toujours pas accepter d'être vu comme une lumière d'espoir. Il se souvient comment il a juste regardé son ami se faire intimider. Maintenant, des larmes commencent à monter à ses yeux, alors qu'il réalise que pour la première fois, quelqu'un attendait quelque chose de lui. Cette pensée le remplit de passion alors qu'il bondit dans les airs. Le vent lui fouette le visage et il a l'impression de pouvoir tout faire. Pendant ce temps, dans une grande salle du trône, Kira entend les rapports de la révolte des esclaves. Il ordonne à Karine d'appeler les 4 sages. Elle sourit et devine que cela signifie qu'un réceptacle compatible est apparu. Elle demande ensuite si Kira est fou, mais il dit non. Il est en fait heureux, pensant que ce sera une bonne façon de passer le temps. Dans la salle de conférence impériale du château de Nicole, Kira tient une réunion avec les 4 sages. Il informe rapidement tout le monde du statut du successeur du Seigneur Démon et dit qu'ils sont sûrement conscients des implications. Si la nouvelle se répand que la volonté du Seigneur Démon a été volée, ce serait une honte pour les citoyens. Il demande ensuite à Kaido comment avance la recherche du successeur. Kaido répond qu'il a déployé des drones de surveillance magique à travers l'Empire, mais il ne peut toujours pas le suivre, car l'image qu'il a est trop floue.
Kira n'est clairement pas satisfait de cette réponse et Kaido commence à transpirer. Kira dit ensuite à tout le monde qu'il n'est pas intéressé par des rapports improvisés. Il veut des résultats concrets la prochaine fois qu'ils se réuniront. Il sourit et dit qu'il compte sur eux tandis que nous voyons les 4 sages l'air inquiets. Ailleurs, nous voyons un quartier pauvre rempli de logements délabrés. Une silhouette encapuchonnée marche dans la rue et voit tous les gens appauvris. Une voix l'informe que c'est Row Town, la ville du plus bas échelon, un dépotoir pour ceux qui ne sont pas bénis par le pouvoir ou la richesse. Quelle que soit la race, l'Empire les opprime tous. Un oiseau se pose alors sur l'épaule de Kyo, le surprenant. C'est Tassia qui dit qu'elle se ferait trop remarquer sous sa forme démoniaque. Impressionnée qu'elle puisse se transformer, Kyo la regarde ajouter qu'elle peut prendre la forme de la plupart des créatures. Il demande ensuite quelle est la prochaine étape. Elle dit que peu importe à quel point il est transcendant, le pouvoir de l'Empire de Nicole reste immense. Pour combattre le roi héros, ils doivent se dépêcher de libérer les 4 rois célestes qui sont actuellement emprisonnés par les 4 parangons de l'armée du héros. Kyo n'en a jamais entendu parler, alors Taja explique que ce sont 4 individus puissants comme elle qui servent le Seigneur Démon. Ils ont été rassemblés de 4 races différentes et utilisant le pouvoir de la volonté obtenue par cette alliance, ils ont semé le chaos pendant la guerre contre l'armée du héros. Cependant, après la défaite du Seigneur Démon, ils ont perdu le pouvoir de la volonté et ont été réduits en esclavage. Les 4 parangons sous le roi héros gouvernent chacun l'une des 4 zones de Nicole et des multitudes souffrent sous leur règne. Kyo voit maintenant ce qu'il doit faire. Tija ajoute qu'en formant une alliance, les 4 rois peuvent retrouver le pouvoir de la volonté. Kyo voit la sagesse dans ce plan, avoir plus d'alliés sera utile. S'ils souffrent, alors il doit les aider. Personne ne devrait être asservi. Tija est heureuse d'entendre cela et voit qu'il est bien un réceptacle apte à régner sur les démons. Ils avancent ensuite pour secourir le premier des 4 rois célestes. Un grand colisée se dresse dans la ville, rempli de spectateurs en liesse. Un animateur annonce que les jeux des morts vivants commencent aujourd'hui, puis demande au propriétaire d'annoncer le premier affrontement. Une figure vêtue de blanc pointe 2 individus et le match est confirmé. Les combattants entrent sur le ring. Dans le coin rouge se trouve le héros des kobolds, Raiga. Dans le coin bleu se trouve le char d'abattage borgne, Saikyu. Une cloche sonne et le match à mort commence. Les 2 combattants se chargent mutuellement tandis que Kyo observe, se demandant ce qui se passe. Feija, maintenant sous la forme d'une souris, dit que l'arène est gérée par l'un des 4 parangons. Ici, les démons sont forcés de se battre et les gens parient de l'argent. Elle appelle ça une installation de divertissement dégoûtante pour des humains laids. Kyo est triste d'entendre cela, mais il demande soudainement pourquoi il est aussi dans la cage avec les autres participants. Tassia explique qu'entrer en tant que concurrent est le moyen le plus simple d'infiltrer l'endroit. Il regarde ensuite le combat et réalise que son rival n'a pas changé du tout. À l'époque où il était étudiant, Keiji forçait les élèves faibles à se battre pour se divertir, riant de manière maniaque tout en transformant les autres en spectacle. De retour dans l'arène, Kyo lève les yeux et voit que Keiji est toujours le même. L'animateur entre dans l'arène et attire l'attention de la foule sur le membre des 4 parangons. Keiji dit que les 2 combattants ont montré un grand esprit et qu'il est satisfait. Tija murmure que la partie vraiment dégoûtante va maintenant commencer. Raiga lacère le bras de son adversaire et enfonce son épée dans le corps de Saikyu, le tuant. Saikyu tombe au sol à la fin du match, mais Keiji n'est pas content. Il dit qu'il veut voir plus d'esprit combatif et active sa compétence, ordonnant au corps mort de l'exciter davantage. Il lance l'ascension des cadavres et l'œil de Saikyu s'ouvre alors que son cœur bat à nouveau. Il se lève, ressuscité. Tassia explique qu'ils se battent jusqu'à ce que leurs membres soient arrachés et qu'ils ne puissent plus se tenir debout. C'est la règle du nécromancien royal. Kyo est choqué de voir une compétence qui ressuscite les morts. Raiga ne veut plus blesser personne tandis que Saikyu pleure, disant qu'il ne veut plus se battre mais qu'il ne peut pas résister au pouvoir de Keiji et attaque quand même. Kyo connaît trop bien la douleur d'être ressuscité après la mort. Il décide qu'il ne peut plus regarder et qu'il va aider. Taja essaie de l'arrêter, disant que libérer les 4 rois célestes est la priorité absolue. Kyo soutient qu'ils n'ont pas le temps et ne savent même pas où se trouvent les 4 rois. Un orc assis dans le coin prend alors la parole. Il demande s'il pourrait nous parler plus doucement, puis demande à Tassia pourquoi elle est venue ici après tout ce temps, alors que nous voyons qu'il est le roi orc, Ogas, l'un des 4 rois célestes. Tija présente Ogas à Kyo comme l'un des 4 rois célestes. Elle reprend sa forme humanoïde pour s'agenouiller devant le roi orc. Elle déclare qu'elle est venue demander son aide pour libérer les démons capturés et vaincre le roi héros. Elle lui demande de former un pacte avec le Seigneur Démon et de combattre à leur côté contre l'Empire. Ogas lui dit que cela ne sert à rien, car les combattre à nouveau signifie juste tout perdre à nouveau. Il regrette tout ce qui lui est arrivé depuis la victoire de l'armée du héros. Il se souvient comment les humains ont brûlé leur village et massacré de nombreux orques sans pitié, tout en pillant tout ce qui avait de la valeur. Il a vu comment ils ont brûlé sa femme et son enfant juste devant lui. La vision de leur corps réduits en cendres est encore fraîche dans son esprit.
Il se souvient ensuite comment ils ont été forcés de s'entretuer dans l'arène. Cela lui fait mal de dire qu'il a tué nombre de ses camarades à plusieurs reprises. Il se juge inapte à être un roi puisqu'il n'a pu protéger personne et a tout perdu. Il dit qu'il a rêvé de révolte tant de fois, mais il n'avait aucun pouvoir sans la volonté du Seigneur Démon. Il encourage Tassia à regarder autour d'elle pour voir que tous ceux qui sont piégés ici ont déjà perdu espoir. Il dit à Tassia qu'elle ne peut absolument pas comprendre ce qu'ils ont traversé. Il hurle qu'elle ne peut pas comprendre leur rage et leur ressentiment envers ceux qui leur ont tout pris. Il pense aussi que c'est trop lui demander de se battre alors qu'ils n'ont même pas de Seigneur Démon. Kyo lève nerveusement la main et se présente comme le nouveau Seigneur Démon. Ogas ne le croit pas et le traite de bâton parlant, ce qui blesse la fierté de Kyo. Tija dit à Ogas de ne pas être impoli car il parle au véritable successeur de la volonté du Seigneur Démon. Ogas n'en revenait pas, alors il a fixé le visage de l'homme et lui a touché la joue. Il demande aussi pourquoi un humain comme lui ne semble pas avoir peur de lui. Kyo répond qu'après avoir entendu son histoire, il a réalisé que les démons ont aussi des familles et croit maintenant que les humains et les démons ne sont pas si différents. Il dit à Ogas qu'il pense qu'il est une âme bienveillante. Ogas se souvient comment les humains fuyaient et craignaient les orques chaque fois qu'ils apparaissaient dans leur ville, comment ils les battaient et voulaient qu'ils meurent juste pour exister dans leur espace. Ogas est intrigué, c'est la première fois qu'un humain n'a pas peur de lui. Pendant ce temps, le match à l'extérieur de la cellule est déjà terminé. Avec l'un des combattants en morceaux, la foule devient folle devant cette scène brutale. D'autre part, le guerrier victorieux est en larmes pour avoir tué son ami. Keiji est sur son trône et annonce à la foule que le prochain match opposera Ogas au nouveau venu et là à mort. L'écran montre Ogas et une image censurée du visage de Kyo tandis que l'annonceur annonce le prochain match à mort. Ogas est choqué mais Kyo est plus agacé d'être sous les feux de la rampe. Ogas voit à quel point Kyo semble insouciant et essaie de lui faire comprendre que leur combat ne se terminera pas, même mort et démembré. Tassia dit au roi orc qu'il n'a rien à craindre. Ogas sort du coin rouge et est présenté par l'annonceur comme le champion invaincu. Kyo sort du coin bleu et est annoncé comme le nouveau venu, la recrue. Les deux combattants se dirigent vers le centre du ring et se regardent. Keiji est excité, la brutalité sera certaine. Il exhorte les deux combattants à leur offrir du spectacle. Ogas est toujours mal à l'aise de devoir affronter Kyo, mais l'homme lui dit calmement qu'il ira bien. Kyo retire sa capuche, montrant à la foule à quoi il ressemble. Keiji est choqué de voir Kyo. Kyo brille d'une énergie sombre et dit à Ogas que la première chose qu'il fera est de réduire l'arène en miettes. Il pose sa main sur le sol, ce qui fait craquer tout le terrain en morceaux. Ogas est choqué qu'il ait un tel pouvoir, la foule s'enfuit pour sauver sa vie tandis que les morceaux de l'arène pleuvent sur eux. Pendant ce temps, Keiji est enflammé de voir que Kyo est l'élu qui possède la volonté du Seigneur Démon. L'attaque se termine, laissant une arène remplie de fissures, comme si elle était à un coup de se briser en morceaux. Kyo dit à Tassia qu'il n'a utilisé qu'un peu plus de la moitié de son pouvoir, car il y a des civils autour. Les orques fixent Kyo, croyant qu'il est vraiment le Seigneur Démon. Keiji s'approche de Kyo avec un esprit combatif excité. Il dit à Kyo qu'il va le tuer. Le prêtre active sa compétence ultime et d'innombrables cadavres s'élèvent du sol en zombies réanimés. Derrière Keiji se trouve son armée de morts vivants. Dans un flashback, Kyo se souvient quand Nakano l'a frappé fort dans leur salle de classe. Il s'est écrasé au sol, la douleur se propageant tandis que les élèves réagissaient bruyamment. Bien que visiblement nerveux, Nakano a exhorté Kyo à ne pas abandonner. Pendant ce temps, Keiji a déclaré que ce n'était pas la limite de la force de Kyo, le poussant à se relever. Les élèves rugissaient, exigeant qu'il se remette sur pied. Kyo luttait au sol, se forçant à bouger malgré les blessures, tandis que Keiji l'exhortait à endurer et à montrer son vrai courage, lui disant d'enflammer la foule. Actuellement, une annonce soudaine déclare que le gérant de l'arène est descendu personnellement, provoquant l'excitation de la foule. Keiji apparaît, captivant l'attention de tous. L'annonceur le présente comme l'un des 4 champions de l'Empire de Nicole. Un affrontement est révélé entre Keiji et Kyo, décrit comme une recrue mystérieuse, suscitant de vives réactions du public. Kyo est nommé, son expression calme mais concentrée. L'annonceur spécule sur son sort dans ce duel jusqu'à ce qu'un gong retentisse et déclare officiellement que le match à mort a commencé. Keiji fait un geste en avant, ordonnant à la bataille de continuer. Des créatures mortes vivantes déferlent dans l'arène, inondant le champ de bataille. Kyo avance avec Ogas derrière lui, tous deux alertes. Les morts vivants crient d'agonie, implorant la libération même dans la mort. Kyo réalise que ces zombies étaient autrefois des victimes de l'arène. Il observe que les morts vivants sont forcés de se battre. Son expression se durcit alors que le doute s'insinue dans son esprit. Les morts vivants chargent vers lui de toutes les directions. Soudain, la lame d'Ogas jaillit au-dessus de la tête de Kyo, alors qu'il commente que pour un roi démon, il est bien trop gentil. Ogas continue d'attaquer en infligeant une défaite rapide aux zombies, leur offrant la miséricorde.
Il se tourne vers Kyo pour avoir son avis en tant que futur roi démon. Kyo hésite, sa détermination vacille un instant. Soudain, Keiji se moque d'Ogas en louant la brutalité du combat. Il exige des zombies qu'ils leur offrent un spectacle jusqu'à leur dernier souffle. Tassia observe en notant silencieusement que la compétence de Keiji ressuscite de force les morts en morts vivants agités. Cependant, elle déclare que rien de cette ampleur n'a jamais été vu auparavant. Ogas s'adresse soudainement à Kyo et lui demande d'abattre Keiji. Il défie Kyo de prouver qu'il est le roi démon en battant le propriétaire de l'arène. Le chef des orques prépare son arme, s'avançant agressivement. Ogas déclare qu'il s'occupera personnellement des morts vivants. Il déchaîne une puissante attaque enflammée, submergeant les ennemis sur son passage. Kyo observe sous le choc, réalisant qu'ils seront inarrêtables si Ogas les rejoint. Il remercie l'orque et charge en avant avec toute sa force. Keiji sourit, impatient de régler le combat de front. Keiji se déplace à une vitesse incroyable, excitant le maître du jeu. Kyo rit, notant la rapidité de Keiji, mais la rejetant. Il esquive en lui disant que la vitesse seule ne suffit pas. Le critiquant de combattre trop directement, Keiji contre-attaque en lui assénant un coup dévastateur, projetant Kyo au loin. Keiji nargue Kyo, se demandant s'il est devenu plus faible. Il retire sa chemise pour exhiber son corps et déclare qu'un champion national comme lui ne peut jamais être vaincu, se vantant d'être le plus fort des 4 champions, malgré son statut de moine. Kyo se stabilise, enveloppé par la fumée. L'expression de Keiji se durcit après l'avoir vu récupérer. Kyo se relève sans une égratignure et remarque que la prochaine fois, il esquivera plus tôt. Keiji rit avec confiance, surpris que Kyo soit toujours debout après avoir encaissé un coup direct. Il sourit, appréciant clairement la situation, tandis que l'excitation de la foule monte. Keiji se prépare alors qu'il fonce en avant avec un élan et une ferveur écrasants. Keiji délivre une rafale de coups de poing sans hésitation, visant à vaincre le nouveau roi démon, croyant que si Kyo tombe ici, Kira et les 4 autres seront galvanisés. Une aura sombre plane, stupéfiant Keiji instantanément. Une fenêtre système apparaît soudainement, signalant l'activation d'une compétence, le clone d'ombre de l'avatar des ténèbres. Keiji réalise alors que la figure qui l'a frappé n'était qu'un simple clone. Kyo apparaît derrière lui, se moquant que la seule chose qui surchauffe est la façon de penser de Keiji. Ogas loue Kyo, criant son nom avec enthousiasme. Un autre zombie crie en frappant Ogas par derrière, mais des renforts arrivent et abattent le zombie d'un seul mouvement net. Ogas se fige, stupéfait par la présence écrasante. Son escouade se rassemble, déclarant qu'ils combattront aux côtés de leur chef. Ogas sourit avec confiance, criant que c'est le moment de défendre leur fierté. Les guerriers chargent, affrontant plusieurs zombies à la fois. Pendant ce temps, Keiji hurle de frustration en attrapant Kyo et lui demande de se battre loyalement. Soudain, un zombie attrape le pied de Kyo depuis le sol sans avertissement. Il crie avec colère, se demandant comment cela peut être considéré comme juste alors que le zombie de Keiji vient de l'attraper. Keiji marmonne sous son souffle. Préparant une autre frappe puissante, il explose d'effort, déchaînant une rafale de coups alimentée par une force brute. Kyo dévie calmement les attaques, lisant chaque mouvement, les yeux de Kyo s'écarquillent, réalisant l'écart entre eux, la présence démoniaque de Kyo se manifeste, se moquant de Keiji pour sa faiblesse. Keiji se jette en avant avec rage, criant de désespoir, mais Kyo lève la main et déclare que c'est enfin son tour. Une notification système apparaît annonçant l'activation de la compétence ultime de Kyo, le caveau du boucher abyssal. Kyo se moque de Keiji, le traitant de faible et d'indigne de se tenir dans l'arène. Kyo émet un étrange commandement déployant une structure scellée. Un cube transparent se forme autour de Keiji, le piégeant à l'intérieur sans avertissement. Il panique, frappant la barrière tandis qu'une lumière violette vacille autour de son corps. Keiji suppose que ce n'est qu'un vulgaire tour et essaie de forcer son chemin. Keiji lance un coup de poing, mais l'obscurité environnante absorbe son mouvement instantanément. Le cube se scelle complètement alors que l'espace autour de lui s'effondre dans le silence. L'annonceur réalise que Keiji a été enfermé dans une mystérieuse boîte noire. À l'intérieur, Keiji peine à sentir quoi que ce soit et se demande où il est jusqu'à ce que la voix calme de Kyo explique que seule sa voix peut l'atteindre maintenant et que sa compétence de nécromancien a été désactivée. Hors de la boîte, le chaos cesse alors que les zombies Tempot Baby tombent à travers l'arène. Kyo déclare calmement qu'il lui rend ses propres mots. Un souvenir silencieux traverse son esprit alors que Keiji lui avait dit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La sueur coule sur le visage de Keiji alors que la peur s'installe enfin. Il crie pour être libéré, exigeant un combat loyal. Les pensées de Keiji s'emballent alors qu'il réalise qu'il pourrait réellement perdre sa vie ici. La panique l'envahit alors qu'il cherche désespérément une issue. Dehors, Ogas se souvient à quel point Keiji a été facilement vaincu il y a quelques instants. Soudain, Kyo demande leur aide et déclare que tout le monde doit concentrer ses attaques sur le cercueil de l'exécuteur.
Son regard sinistre s'affiche alors qu'il explique que le pouvoir commencera à s'accumuler, les dégâts étant redirigés vers la prison de Keiji. Ogas observe en silence, visiblement secoué, il se souvient de la cruauté passée de Keiji qui leur avait dit que leur race n'avait aucun droit à la vie. Keiji a saisi la tête d'Ogas et a déclaré que leur seule valeur était de se battre. Avec un sourire froid, Keiji a annoncé qu'ils devaient risquer leur vie pour divertir la foule. Alors qu'Ogas revient au moment présent, il rallie ses guerriers et déclare que c'est leur chance de vengeance. Ogas remercie Kyo alors qu'ils chargent en avant, frappant la boîte noire ensemble. L'annonceur note que les guerriers déversent des attaques sans arrêt de tous les côtés. Ogas déchaîne une technique secrète alors qu'une lourde frappe s'abat. Une technique de hache dévastatrice fend le sol avec une force écrasante. L'arène tremble alors que l'attaque atterrit directement sur la boîte scellée. Kyo observe calmement, impressionné par la puissance libérée. Il s'approche, se préparant à terminer le combat lui-même. L'énergie sombre s'accumule alors que sa compétence commence à s'activer. Le système annonce une compétence de forge alors qu'une arme sombre prend forme, déchaînant la lame des enfers. Il glisse jusqu'à s'arrêter, sa lame abaissée, l'énergie sombre traînant toujours derrière lui après que le coup final est porté. Le temps à l'intérieur de la boîte semble distordu alors que Keiji perd toute notion de durée. Kyo explique que le temps lui-même se plie dans l'espace scellé alors qu'il ordonne la libération du cercueil de l'exécuteur. Soudain, la compétence se désactive, choquant Keiji. Il réalise que Kyo prépare quelque chose de bien pire. Keiji convulse alors que les dégâts accumulés se libèrent enfin. La foule regarde avec horreur alors que la boîte s'ouvre. Keiji hurle alors que le contre-coup l'envahit. Son corps s'effondre sous la force pure qu'il a été contraint d'endurer. L'annonceur déclare sous le choc la défaite de Keiji par un débutant. Keiji gît immobile alors que la bataille se termine officiellement. Kyo réfléchit tranquillement après le combat décevant et se souvient comment il avait été intimidé par Keiji auparavant. Soudain, Ogas s'agenouille et s'excuse formellement pour son manque de respect antérieur. Il reconnaît Kyo comme celui qui est apte à régner en tant que roi démon. Kyo répond et déclare que tuer le roi des héros n'est plus une fantaisie. Ogas s'agenouille et propose de former un pacte déclarant sa résolution de combattre aux côtés de Kyo. Un étrange artefact répond, libérant une vague de lumière bleue alors que le pacte prend forme. Kyo regarde sous le choc alors que le pouvoir se rassemble dans sa main. Tassia explique que la volonté du roi démon va maintenant couler en lui. Kyo hésite, incertain de pouvoir vraiment gérer ce pouvoir alors qu'il lève sa lame. Kyo reconnaît formellement Ogas comme le successeur de la volonté du feu. Le pacte est scellé alors que l'énergie se répand dans l'arène. Soudain, Kyo et Ogas sont choqués après que Keiji rugisse de colère, essayant de se relever avec une force écrasante. Il se vante que son âme brûle toujours et que son pouvoir est loin d'être épuisé, déclarant son intention d'absorber chaque âme tombée dans l'arène en lui-même. Le corps de Keiji enfle alors que l'énergie sombre déferle violemment autour de lui. Kyo et Ogas réagissent sous le choc alors que la pression s'intensifie. Un système annonce l'activation d'une compétence ultime appelée Aube sépulcrale. Une manifestation monstrueuse apparaît dominant le champ de bataille. Keiji se regarde avec incrédulité, se demandant si c'est son véritable pouvoir. Il se déchaîne de rage, hurlant qu'il périsse. Kyo reste concentré, notant la persistance de Keiji. Ogas s'avance, disant à Keiji de lui laisser ce combat. Des flammes s'accumulent étroitement autour du poing serré d'Ogas, déclarant que le pouvoir qui déferle dans son corps est sa fierté d'orque. Ogas proclame qu'il a enfin récupéré ce qui lui a toujours appartenu, mais Keiji l'insulte, le traitant de créature vile et sauvage. Un système annonce que la compétence volonté de feu a été débloquée. Tassia remarque calmement que la crémation est la fin traditionnelle, tandis qu'Ogas jure de réduire Keiji en cendres. Keiji et Ogas hurlent alors que leurs pouvoirs éclatent de manière incontrôlable. Ogas lève son arme et déchaîne les 36 enfers de la hache montagnarde. Une frappe infernale massive s'abat, engloutissant le champ de bataille. Keiji est consumé par des flammes écrasantes alors qu'il hurle de désespoir. L'arène est engloutie par le feu, laissant la destruction dans son sillage. L'annonceur panique, déclarant que l'armée du roi démon est de retour. Les spectateurs fuient en terreur alors que le chaos se répand dans les gradins. Kyo et ses alliés se tiennent au milieu des conséquences de la bataille. Keiji est montré vaincu, complètement écrasé. Ogas se tient droit, des flammes brûlant encore de ses cornes. La nouvelle se répand que Keiji est mort. Kira observe, rassemblant de la lumière dans sa paume. Il réfléchit que Kyo était intéressant et fort alors qu'il pleure sa mort, le poussant à jurer vengeance et déclarant qu'il ne pardonnera jamais à Kyo. Kira grogne de fureur, jurant de tuer Kyo de ses propres mains. Kyo se souvient des conséquences de la bataille de la nuit précédente, où ils ont vaincu Keiji. Les démons ont été forcés de se battre entre eux, provoquant l'effondrement de l'arène. Le conflit terminé, les survivants ont été soignés au lieu d'être achevés. Ogas et les guerriers restants étaient complètement épuisés par la bataille prolongée, alors ils se sont reposés à l'intérieur de la compétence spatiale de Kyo, connue sous le nom de Sanctuaire du Royaume des Ténèbres. Tout le monde a été confirmé comme étant en sécurité, caché dans l'espace ombragé. Alors que la nuit passe, la ville retrouve son calme sous le ciel du matin.
La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout l'Empire concernant la chute d'un démon d'élite. Le bruit a couru que Kyo avait été choisi par la volonté du Seigneur Démon. Un avis de recherche apparaît désignant Kyo comme cible. Dans un stand de nourriture de rue, vendant de la cuisine à base de démons, Kyo mange tranquillement en public bien qu'il soit recherché. Tassia commente qu'un seigneur démon ne scie pas devant la peur et devrait manger pour conserver ses forces. Kyo remarque que se battre le ventre vide est inutile. La détermination brille dans les yeux de Kyo alors qu'il s'engage à manger. Il mord dans la nourriture sans hésitation. La réaction est immédiate alors que la saveur l'envahit. Il loue ouvertement le goût, admettant n'avoir jamais rien mangé d'aussi riche ou complexe auparavant. Une perturbation soudaine interrompt le moment. Kyo se tourne pour voir une bête enchaînée nommée Hippo, un résident de la forêt des bêtes. Traîné dans la rue, les ravisseurs insultent la créature et le qualifient de quelque chose de dégoûtant, mentionnant qu'ils le traînent vers un laboratoire pour des expérimentations, comme l'a ordonné Kaguya. Un faible appel à l'aide vient d'Hippo, attirant l'attention de Kyo et le poussant à se lever. Il s'avance instinctivement, leur demandant poliment de laisser partir la jeune bête. L'un des ravisseurs se moque de Kyo et le menace, mais Tassia les qualifie calmement de mortels insensés en sirotant sa tasse de café. Un ravisseur sent soudainement le danger jusqu'à ce que le choc se propage alors que Kyo bouge et les attrape en un instant. Les deux ravisseurs sont frappés avant qu'ils ne puissent réagir. Kyo se tient au-dessus d'eux alors qu'ils s'effondrent. Les civils proches réagissent avec incrédulité à la rapidité de la fin. Les passants crient pour alerter les gardes, tandis que Kyo reconnaît qu'ils ont fait une scène et demande à Hippo de quitter la zone. Hippo est montré toujours enchaîné, tendant faiblement la main. Kyo s'agenouille et le vérifie, le rassurant et lui demandant s'il va bien. Hippo explique qu'il a été recousu à partir de plusieurs espèces, remerciant Kyo de l'avoir aidé. Il se présente enfin et remarque que Kyo est plutôt gentil pour un humain. La tension monte brièvement lorsque Tassia avertit Hippo de surveiller sa bouche. Elle se calme ensuite alors que Kyo se présente, Tassia rassurant Hippo qu'ils sont de son côté. Kyo demande pourquoi les choses ont tourné ainsi, poussant Hippo à expliquer qu'il s'est échappé d'un laboratoire où des chimères sont créées. Un flashback montre des bêtes capturées après la mort du Seigneur Démon. Des ailes et des pattes ont été arrachées et recousues par un cruel dresseur de bêtes humains, révélant que Kaguya menait l'opération. La peur se répand parmi les hommes bêtes alors que tout le monde tremble face à la situation. L'ancienne gardienne de la forêt, Lyra, est révélée s'être transformée en un être hideux. Tassia reconnaît immédiatement Lyra comme l'une des 4 bêtes célestes de l'armée de leur roi démon. Dans une installation secrète, Lyra est retenue captive parmi d'autres bêtes par Kaguya, un dresseur de bêtes et maître de la synthèse, poussant Kyo à baisser la tête après avoir appris l'expérimentation biologique infligée aux hommes bêtes. Kyo refuse d'ignorer ce qui se passe et insiste pour agir immédiatement. Il demande à Hippo de montrer le chemin, mais la bête hésite, avertissant que Kyo ne peut pas vaincre Kaguya directement et qu'Hippo sera attrapé immédiatement une fois sorti en ville. Cependant, Tassia le rassure et propose de voyager par les airs alors qu'elle se transforme en sa forme de dragon. Le groupe se prépare à partir alors que Tassia s'abaisse. Kyo réagit sous le choc en apprenant que Tassia peut se transformer en dragon. Il lui demande ensuite si elle peut voler aussi lentement que possible. Tassia se prépare au décollage, s'élançant dans les airs alors que ses ailes s'étendent largement. Tassia accélère rapidement dans le ciel. Kyo et Hippo crient alors que la vitesse les submerge. La ville s'estompe sous eux alors qu'ils volent en avant. Hippo leur dit d'aller tout droit et avertit qu'à cette vitesse, ils arriveront trop vite. Soudain, Hippo se tourne vers Kyo et lui demande son identité, après s'être souvenu comment il a vaincu 2 humains en un instant. Kyo admet qu'il n'est pas un héros, juste quelqu'un qui n'a pas pu détourner le regard. Il explique que la souffrance, qu'elle soit humaine ou démoniaque, exige une action. Hippo se souvient avoir été sauvé il y a longtemps par quelqu'un de similaire. Il reconnaît la gentillesse de Kyo, soulagé que quelqu'un comme lui existe encore dans le monde. Tassia remarque une structure familière en dessous, poussant Hippo à reconnaître l'endroit où il a été emprisonné. La peur refait surface alors que les souvenirs reviennent. Kyo le rassure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, déclarant qu'il s'occupera de ce qui vient ensuite. Soudain, le visage de Kyo est repoussé alors qu'ils descendent vers le laboratoire, le poussant à se préparer en plein air. Kyo et Hippo crient alors qu'ils plongent vers le bas, l'explosion déchire la structure, fumée et débris remplissent le ciel nocturne. Kyo tousse, luttant pour récupérer, il renforce sa détermination malgré la douleur. À l'intérieur de l'installation, des cages tapissent les murs. Le site confirme la cruauté au sein du laboratoire, poussant le groupe à s'enfoncer plus profondément en voyant tout le monde en lambeaux. Au fond du laboratoire, Kaguya détecte un intrus. Il commente la rareté de quelqu'un atteignant cette distance. Irrité, il exige que l'interférence se cesse, le poussant à ordonner à l'une de ses expériences de laboratoire d'éliminer les intrus, révélant qu'il parle à Lyra, la reine des bêtes. Kyo fulmine en passant devant des cages d'enfer, se demandant comment quiconque pourrait traiter la vie comme sans valeur tout en emprisonnant Lyra. Une bête recousue est assise silencieusement dans sa cage, son corps grossièrement fusionné,
Une autre bête regarde en arrière avec des yeux ternes, clairement sous contrôle. Une bête captive lutte faiblement alors que Kyo promet de les sauver. Ils s'arrêtent troublés alors que le couloir s'alourdit de silence. Hippo leur dit de continuer tout droit vers le laboratoire. Kyo se raidit soudainement, sentant que quelque chose ne va pas. Un faible son résonne de l'obscurité devant, arrêtant le groupe. De lourdes griffes apparaissent, raclant le sol. Lyra émerge enfin de l'obscurité, montrant ses crocs. Lyra grogne violemment, sa présence submergeant le couloir. Hippo crie son nom sous le choc, la reconnaissant instantanément. Silencieusement, Tassia l'identifie comme la fière reine des bêtes, qualifiant cela de spectacle cruel. Kyo regarde fixement, incrédule, réalisant qui se tient devant eux. Lyra bondit avec un rugissement assourdissant, poussant Hippo à réaliser que Lyra est contrôlée par une compétence, mais qu'elle ne peut pas les entendre. Tassia crie à tout le monde de reculer immédiatement, puis elle invoque une barrière de givre entre eux, jaillissant vers le haut. La glace se répand dans le couloir, forçant Lyra à s'arrêter. Lyra brise la glace, chargeant droit devant. Kyo intervient et encaisse le coup de plein fouet. Tassia crie le nom de Kyo en panique tandis qu'Hippo hurle d'incrédulité. Kyo se relève avec difficulté, déclarant qu'il ne veut pas blesser Lyra et veut seulement sauver tous ceux qui sont piégés ici. Kyo s'agenouille et supplie, demandant à Lyra de lui prêter sa force. Sa voix froide répond, le traitant d'humain pathétique. Lyra grogne, rejetant l'idée de prêter son pouvoir. Elle attaque à nouveau avec une force écrasante, projetant Kyo au sol, endurant à peine les dégâts. Kyo réalise qu'il n'a jamais ressenti une telle puissance, même dans la chambre de la volonté. Lyra remarque soudainement que Kyo ne résiste pas du tout. Elle sent une puissance anormale bien au-delà des limites physiques. Kyo réalise qu'elle ne peut pas lutter contre le contrôle. Les yeux de Lyra se durcissent alors qu'une intention de tuer se forme. Kyo confirme qu'elle est contrôlée par une compétence, alors il décide de couper directement les fils de contrôle. Un cercle magique s'illumine alors que sa compétence ultime s'active. Une boîte noire se manifeste tandis que Kyo ordonne à la compétence de se déployer, plaçant Lyra à l'intérieur d'un cube violet. Kyo se lance en avant, criant pour que le contrôle prenne le dessus. Lyra est tirée dans le sous-espace noir alors que la boîte se scelle. Kyo explique que l'isolé annulera l'effet de la compétence et déclare que le contrôle sera annulé. Kyo libère la compétence, purifiant Lyra instantanément. Les yeux de Lyra s'aiguisent alors que la conscience revient. Hippo crie son nom en panique alors qu'elle tombe au sol. Kyo et les autres la regardent attentivement alors que Lyra ouvre lentement les yeux. Tassia parle calmement, lui disant que ça fait longtemps. Lyra la reconnaît et demande pourquoi elle est ici. Kyo déclare qu'ils sont venus pour secourir tous ceux qui sont piégés dans l'installation et confirme que le contrôle du dresseur de bêtes est brisé, citant le témoignage d'Hippo. Lyra écoute en silence et dit que cela ressemble à un réveil d'un long cauchemar. Un flashback montre la forêt de la tribu des bêtes ravagée par l'Empire Nicole. Lyra se souvient avoir perdu son pouvoir et être incapable de riposter alors que ceux qu'elle avait juré de protéger étaient emmenés. Elle se souvient de tous tombant entre les mains de Kagwa. Lyra se souvient de Kagwa souriant cruellement alors que ses camarades étaient déchirés, enchaînés et impuissants. Elle ne pouvait que regarder. Des souvenirs superposés montrent sa rage alors qu'elle se demande quel genre de seigneur échoue à protéger même une seule chose et les défie de la tuer à la place. Kyo déclare tranquillement qu'ils reprendront tout. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire qu'une vraie reine meure. Lyra se demande si on s'attend à ce qu'elle fasse confiance aux humains et exige de savoir qui est vraiment Kyo. Sans hésitation, il se présente comme le prochain seigneur démon. Une explosion soudaine prend tout le monde au dépourvu alors qu'il s'avance. Lyra et les autres réagissent sous le choc. Une voix familière les salue avec désinvolture, disant que ça fait longtemps. Kagwa apparaît enfin et salue Kyo. Ce dernier répète le nom de Kagwa avec une colère contenue. Kagwa réfléchit à s'être retenu pendant que Kira et les autres s'amusaient. Il déclare qu'un jour, il veut aussi disséquer Kyo. Il apparaît attirant l'attention de tous. Kagwa remarque que le timing ne pourrait être plus parfait et annonce que sa recherche ultime est terminée. Il explique que l'expérience implique la fusion de formes de vie en utilisant la compétence de synthèse. Une structure massive pulse, comme il l'appelle, la forme de vie ultime qu'il a toujours rêvé de créer. Le sol tremble alors que quelque chose d'énorme commence à s'élever. Kagwa se vante d'avoir combiné les forces de chaque bête sans rejeter un seul trait. Kyo regarde vers le haut avec incrédulité devant la taille colossale de la créature. Un plan large montre Kyo et les autres nains face au monstre. Kagwa le proclame la vie la plus forte jamais née et leur ordonne de contempler son corps. Il nomme la créature Ekado, ouvrant sa gueule et la salive dégoulinant alors qu'elle rugit. Le choc se répand parmi Kyo et les autres alors qu'ils sentent sa présence. Lyra révèle que même les autres seigneurs de la forêt ont été absorbés. Kagwa déclare qu'il chasse maintenant et admet qu'il avait prévu d'utiliser les bêtes et les humains survivants comme nouveau matériel de test. Il leur ordonne de ne pas se mettre en travers de son chemin. Kyo tend la main instinctivement, lui criant d'arrêter.
Hikato avance, chaque pas faisant trembler le sol, tandis que Tassia avoue n'avoir jamais vu un monstre aussi gigantesque. Lyra prévient que les bêtes de la forêt sont en danger et que Rowtown sera la prochaine cible. Soudain, Ogas apparaît et Kyo lui demande s'il va combattre à leur côté. Sa silhouette imposante se dresse alors qu'il répond que l'appel de Kyo est venu plus tôt que prévu. Lyra est choquée de voir Ogas et se demande s'il a rejoint les humains. Kyo leur dit de garder les retrouvailles pour plus tard et prévient que d'innombrables vies seront perdues si Kaguya n'est pas arrêté. Hippo insiste que même Kyo ne peut pas gérer cette chose. Kyo répond calmement que tout va bien et révèle sa véritable identité de seigneur démon, provoquant la stupéfaction et l'incrédulité de Lyra et Hippo. Kyo appelle Lyra par son nom et en tant que seigneur démon, il lui demande une fois de plus sa réponse. Il lui tend la main et lui demande de le rejoindre dans un pacte de combattre à ses côtés. Dans un flashback, il est révélé que Kaggle était complètement absorbé par la vie elle-même. Pour lui, la vie n'était rien de plus que des jouets, destinés à être manipulés et modifiés. Il serrait une paire de ciseaux, souriant, tandis qu'une curiosité tordue emplissait ses yeux. Actuellement, les bêtes tentent de s'échapper, terrifiées dans la forêt, conscientes du danger qui approche. Ikedo monte la garde alors que la forêt devient tendue. Il enchaîne la pauvre bête qui lutte pour se libérer de ses entraves. Les civils lèvent les yeux alors qu'une silhouette imposante apparaît au-delà du village. Kaguya est assis au sommet d'Hikato et se révèle. Planant au-dessus de la ville, son rire sinistre résonne tandis qu'il écarte les bras avec délice, appelant fièrement Hikato sa plus grande création. Soudain, l'artefact lumineux se forme alors que l'énergie se rassemble dans la paume de Kyo. Il déclare son autorité en tant que volonté de la forêt elle-même. Il jure un pacte liant le pouvoir devant lui. Lyra grogne, exprimant silencieusement son hésitation après avoir servi un seigneur démon si frêle, le traitant de bête enchaînée, pas mieux. Lyra déploie ses ailes, lançant un avertissement mortel si Kyo ne tue pas Kaguya, jurant de lui arracher la gorge s'il échoue. Kyo ressent la pression écrasante mais force un sourire tendu. Soudain, Hippo décide de rester en arrière pour sauver tous ceux qui sont piégés dans le laboratoire, criant et suppliant Kyo de ne pas mourir. La lune est haute alors que Kyo sourit et se prépare à agir. Il bondit en avant, hurlant qu'ils vont s'occuper de Kaguya eux-mêmes, qu'ils le mettront à terre. Il demande à Ogas et Tassia d'immobiliser le monstre pendant que Lyra et lui frapperont Kaguya d'en haut. Ses alliés répondent instantanément, criant leur accord. Lyra appelle la forêt à lui prêter sa force. Une énergie verte jaillit alors que ses ailes battent violemment. La volonté de la forêt est libérée. Un rugissement massif se propage à travers la terre, secouant les arbres et le sol. Le chemin de la bête se tord alors que le pouvoir prend le dessus. Kyo charge en avant, faisant clairement savoir qu'il n'a pas accepté ces conditions. Kaguya claque sa langue, agacé par l'interférence, et Kato repousse l'attaque entrante d'une brutale contre-attaque. Kyo et Lyra sont projetés en arrière, réagissant à peine à temps. Ogas et Tassia se précipitent, incitant l'orque à déchaîner ses flammes pour stopper les mouvements du monstre. Tassia crie de viser les jambes de l'ennemi. Un anneau de feu ardent se forme alors qu'une technique dévastatrice est libérée tandis que la glace jaillit pour contrer les flammes. Le feu et le gel s'entrechoquent violemment contre le corps du monstre, incitant Kaguya à regarder choqué le choc se dérouler. Hikato charge en avant, ses crocs découverts. Les yeux du monstre s'illuminent alors qu'il prépare une autre attaque. Le monstre à 3 têtes projette du feu simultanément vers ses assaillants, incitant Tassia et Ogas à réagir avec alarme. Une explosion aveuglante engloutit le champ de bataille alors que la grande purge est déclenchée. L'explosion déchire la forêt avec un rugissement assourdissant, un faisceau de lumière traverse la fumée d'en haut, et Kato absorbe l'énergie, tremblant sous l'effort. Kaguya rit follement, déclarant que personne ne peut les arrêter maintenant. Soudain, Kyo apparaît par derrière et remercie ses alliés d'avoir distrait leurs ennemis. Kaguya tourne les yeux, voyant Kyo lever le bras alors qu'il se prépare à frapper. Lyra sourit avec confiance alors qu'ils verrouillent leur cible et que Kyo active sa compétence ultime. Kaguya panique et se demande ce que Kyo prépare, tandis que Tassia et Ogas laissent le reste à Kyo. L'œil de Kyo s'aiguise alors qu'une puissance sombre se rassemble, signalant son intention d'agir. Un vortex noir se forme devant lui, tirant violemment tout ce qui se trouve à proximité. Hikato lutte alors que l'aspiration le tire en avant, incapable de résister. Le choc se répand sur le visage de Kaguya alors qu'Hikato est visiblement aspiré. Kyo serre le poing et intensifie l'attraction, déclarant l'écrasement. Hikato rugit de douleur alors que la pression déchire son corps. Le vortex gonfle et se déforme, devenant plus dense et plus instable à mesure que l'éclipse dévorante des ténèbres prend le dessus. Lyra regarde, incrédule, réalisant que ce pouvoir appartient au seigneur démon. Elle se lance en avant, ses ailes battant fort tandis que Kyo se stabilise. Kyo note qu'ils parviennent à peine à neutraliser la menace et demande où est Kaguya. Lyra demande soudainement combien de temps il compte rester sur son dos, incitant Kyo à s'excuser et à admettre sa faute pour la destruction de sa forêt. La silhouette ombragée de Kaguya apparaît devant, révélant que le combat n'est pas encore terminé. La fumée se dissipe, montrant le corps blessé de Kaguya et révélant qu'il a emprunté quelques parties quelques instants avant la disparition d'Aikido.
Il réapparaît avec une autre, activant sa propre compétence ultime avec fureur. Kaguya est furieux et jure qu'il ne leur pardonnera jamais. Lyra atterrit entre lui et Kyo, déclarant qu'elle n'a aucune intention de pardonner non plus. Elle appelle Kyo et ordonne aux humains de rester en arrière alors qu'elle revendique le combat. Kyo observe silencieusement, comprenant sa détermination. Kaguya crie à tout le monde de bouger alors que le sol tremble. Kaguya déchaîne un coup descendant massif, visant à les anéantir tous. Il charge droit devant, jurant de déchiqueter les Hera. Leurs attaques s'entrechoquent dans un éclair aveuglant de force alors que Kaguya déclare qu'il n'existe que pour servir de matériel à ses recherches. Kaguya rit follement, se préparant à les disséquer et leur ordonnant de céder. Les Hera rugit que peu importe le nombre de blessures ou de vies surprises, leur fierté ne tombera jamais. Elle active la volonté de la forêt, faisant appel à son pouvoir. Kaguya recule sous le choc alors qu'une énergie verte le lie et le dévore. Il crie de confusion alors que la forêt elle-même se retourne contre lui. Son cri résonne alors que l'attaque submerge son corps, stupéfiant Kyo qui observe la bataille se dérouler. Kaguya hurle à l'aide alors que sa force s'effondre enfin. Son corps est déchiré vers le haut, impuissant face à la force qui le retient. La lumière se répand alors que l'arbre-monde se manifeste, unissant le ciel et la terre. Les bêtes regardent avec admiration, l'appelant le dieu chien. Les yeux d'Hippo se remplissent de larmes alors qu'il réalise qu'il est vraiment revenu. L'arbre-monde les domine, ses racines brillant de vie. L'Hera admet que sa haine pour les humains brûle toujours, mais son devoir demeure. Kyo s'avance et l'Hera dit qu'elle sait qui elle doit servir. Lyra s'agenouille et jure sa force jusqu'à la chute du roi héros, engageant tout ce qu'elle est. Après le combat, la forêt des bêtes renaît, alors que Kyo se souvient de la chute des 4 archidiables de l'Empire Néacaral et de la défaite de Kaguya. De la destruction, une nouvelle pousse s'élève alors que le grand arbre naît au sein de la forêt des bêtes. Kyo se demande ce qu'il doit faire ensuite en regardant devant lui, rapportant que l'armée du Seigneur Démon a atteint un total de 132 troupes. Le groupe réagit, notant la rapidité avec laquelle leurs forces se sont étendues en quelques jours seulement. Kyo admet que le sanctuaire de la sérénité obscure commence à se sentir à l'étroit. Ils décident qu'ils doivent construire un domaine plus grand et posent sa main. L'obscurité se répand sous eux alors que l'espace lui-même commence à se déformer. Les environs sont engloutis par les ténèbres, laissant tout le monde confus. Un nouveau domaine se manifeste, révélé comme la dynastie des abysses, le trône des profondeurs. Kyo explique qu'il a créé un sous-espace de ténèbres où tout le monde peut vivre en paix, précisant que cet espace n'est qu'un refuge temporaire. Kyo déclare qu'il partira défier le roi héros. Il dit à tout le monde d'utiliser ce temps pour guérir et récupérer. Le groupe proteste, disant qu'ils ont été blessés aussi et que ce combat leur appartient également. Les hommes bêtes insistent pour que Kyo ne porte pas le fardeau seul. Hippo déclare qu'ils sont prêts à combattre chaque fois qu'il les appellera. Kyo sourit et demande s'il peut compter sur eux. Une semaine plus tard, les 4 se tiennent devant plusieurs tombes, prononçant doucement les noms de Kaguya et Keiji. Kira dépose délicatement des fleurs, souhaitant aux défunts de reposer en paix. Kaido pleure la solitude laissée derrière, tandis que Karin qualifie la situation de cruelle. Kurisu admet qu'il ne peut pardonner ce qui s'est passé. Kira déclare qu'ils ne peuvent pas laisser passer ça et jure d'agir. Le groupe accepte de trouver Kyo et de venger ce qui a été fait, promettant d'aller jusqu'au bout ensemble. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le territoire oriental de l'Empire Niacarl, le quartier de la vie nocturne connu sous le nom de Boogie Town. Une femme flirte avec Kyo, l'invitant à s'amuser alors qu'il réagit sous le choc. Une autre femme s'accroche à lui, lui offrant de le servir, le laissant dépasser. Kyo panique, se demandant ce qu'est cet endroit alors que l'attention s'intensifie. Tija révèle que le quartier des divertissements est dirigé par Kurisu, l'un des 4 seigneurs. Kurisu est démasqué comme quelqu'un qui kidnappe des femmes elfes et les asservit par hypnose. Tija déclare que ce qui se passe est exactement ce qu'elle avait prévu. Il admet qu'elle faisait les mêmes choses dans son monde d'origine et échappait toujours à la punition. Faja déclare qu'elle ne peut pas laisser des ordures comme Karisu se promener librement, la poussant à ordonner que le club soit écrasé jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La boule disco tourne tandis qu'un client s'amuse. Le magasin que Kuro gère est identifié comme la cible. Le club Paradiso apparaît, brillant de lumière décadente. À l'intérieur, des danseurs se produisent tandis que les clients se prélassent. Kyo a l'air mal à l'aise, qualifiant l'endroit d'effrayant, tandis que Tasha le rassure en lui disant qu'elle le couvre. Soudain, le chaos éclate alors que quelqu'un leur crie dessus pour s'être immiscé. Un artiste s'excuse alors que la tension se répand dans la pièce. Un client se plaint bruyamment que sa veste coûteuse est ruinée et exige une explication. Il est révélé que Fuji est celle qui est en difficulté et s'excuse nerveusement, tout en promettant de nettoyer le désordre immédiatement. Le client la regarde d'un air lubrique, faisant des remarques grossières et suggérant qu'elle le serve à la place, ce qui fait que Fuji se fiche de peur alors que son comportement devient plus dérangeant. Kyo les regarde fixement alors que le client dit à Fuji d'arrêter et lui ordonne de bouger. Les clients grognent, criant qu'elle soit traînée alors que d'autres la retiennent. Kyo bouge en un instant, assénant un coup de poing au visage du client. Le coup porte net, le sang gicle alors que le client est projeté en l'air.
Kyo reste ferme alors que la pièce tombe dans un silence stupéfait. Le chaos éclate à l'intérieur du club alors que des cris retentissent. Les invités paniquent et quelqu'un ordonne d'appeler la sécurité. Fuji se fige sous le choc voyant un visage familier et se demandant si c'était vraiment lui. Kyo réagit avec incrédulité après avoir reconnu Fuji. Elle attrape désespérément Kyo et le supplie de l'aider alors que la situation dégénère. Fuji révèle qu'elle a reconnu Kyo dès qu'elle a vu son avis de recherche et savait qu'il viendrait. Elle s'effondre, admettant qu'elle a seulement fait semblant d'être sous hypnose mais ne peut plus le supporter, appelant l'endroit un enfer où le libre arbitre est interdit. Kyo essaie de la calmer et demande où est Kurosu, mais elle lui dit qu'il est sorti. Une figure puissante s'écrase soudainement d'en haut, brisant le sol dans une entrée violente. Une soif de sang écrasante inonde la zone, faisant instantanément taire la pièce. Kyo exige de savoir qui est l'intrus, apprenant qu'il est le garde de sécurité du club. Tasia le reconnaît et réalise qu'il avait été hypnotisé par Kurisu aussi. L'homme se révèle comme l'un des 4 rois célestes de l'armée du roi démon, présenté comme le chevalier autonome, capitaine chevalier blanc Weiss, rayonnant une pression terrifiante. Tija avertit Kyo que sa vitesse et ses réflexes sont décrits comme inégalés, même parmi les forces du roi démon. Tasia reconnaît que même Lord Kageta aurait du mal à l'attraper à pleine vitesse. Le chevalier se lance en avant en un instant, détruisant la plateforme sous lui. L'attaque est déclarée non facile alors que sa vitesse atteint des niveaux terrifiants. Kyo réagit sous le choc alors que le chevalier réduit la distance en un clin d'œil. Le coup du chevalier entre en collision avec la défense de Kyo dans un éclair aveuglant, secouant tout le lieu. Le club est baigné de lumière rose alors que la boule disco tourne au-dessus du sol chaotique. Un choc soudain de lame déchire la pièce, arrachant des halètements à la foule. Les clients se figent alors que la panique se répand, incertains de ce qui vient de frapper. Un autre impact violent suit, secouant l'espace encore plus fort. Tasia et Fuji se tendent alors que la perturbation se rapproche. West s'élance en avant, lançant une attaque rapide visant Kyo. Ce dernier réagit instantanément, esquivant le coup avec une vitesse terrifiante. Kyo serre les dents, réalisant que les mouvements de Waste s'accélèrent. En plein combat, il concentre son pouvoir, déterminé à briser l'hypnose qui contrôle tout le monde. Waste continue d'avancer, son élan refusant de ralentir. Kyo canalise plus de force, mais Weiss lui transperce la main. La tentative échoue alors que Weiss s'échappe à nouveau plus vite qu'avant. Kyo crie, refusant de reculer malgré l'écart grandissant. Il glisse sur le sol, se plantant fermement, des perles de sueur sur son visage, alors qu'il réalise qu'un assaut frontal ne fonctionnera pas. Kyo aiguise sa concentration, cherchant une ouverture. Il décide de tromper la vision de Karisu et de frapper depuis un angle mort. Une énergie sombre jaillit alors que sa compétence s'active. Un arc sombre se forme, fendant l'air vers Kurisu. West contre-attaque avec Raven Drive, déchaînant une ruée d'un noir de jet. De multiples clones d'ombre s'écrasent autour de Kurisu en succession rapide. West dévie l'assaut, son arme tranchant à travers l'obscurité. Des étincelles explosent alors que l'acier et l'énergie s'entrechoquent. Le sol se fissure sous la force de leur échange. Kyo est projeté en arrière mais parvient à se rétablir en pleine chute. Kyo se stabilise et murmure une excuse sous son souffle. Il charge à nouveau, mettant tout dans une seule frappe décisive. Sa lame se connecte, tranchant la garde de Weiss. Kyo chancelle alors que le chaos se répand sur le sol. L'impact fait finalement tomber Weiss alors qu'un silence pesant règne après son effondrement. Dans un flashback, Weiss se souvient du moment où il était impuissant au sol, montrant les femmes elfes rassemblées dans la peur. Il supplia Enola de l'attendre mais elle ne pouvait plus l'entendre après avoir été hypnotisée. Soudain, Karisu déclara que Weiss viendrait avec lui en lui saisissant la tête. Karisu sourit, affirmant qu'il laisserait Waizu protéger la femme qu'il aimait, mais son amour ne serait plus jamais le sien. Actuellement, Waizu se réveille du cauchemar, tremblant, la fureur et le chagrin se mêlant dans ses yeux. Il crie le nom d'Enola alors que Kurisu l'entraîne, la panique se répand alors que le groupe cherche désespérément. L'absence d'Enola laisse un silence écrasant derrière elle. Weiss exige des réponses, sa voix brisée par la rage. Tasia s'avance, lui disant de se calmer et promettant qu'elle est y venue pour les sauver tous. Weiss chancelle, sa force cédant au choc, les conséquences du massacre défilent dans son esprit, des images révèlent les elfes violés et tués sous le règne de Kurisu. Weiss reste figé, hanté par le fait qu'il a travaillé comme garde du corps pour Kurisu. Il réalise à quel point l'ironie est cruelle. Le groupe se rassemble dans un silence stupéfait alors que le poids de tout s'installe. Une voix coupe la tension, annonçant que Kurisu est de retour. Alors que les elfes accueillent leur maître, Kurisu entre nonchalamment, mentionnant que la visite de la tombe d'un ami l'a laissé d'humeur sombre et ordonne de changer la musique. Il remarque les invités, affichant son regard sinistre. Il observe le groupe en bas et reconnaît la présence de Kyo. Il remarque également que Weiss s'est réveillé, incitant l'elfe à exiger de savoir où est Enola. Karisu réagit avec une légère curiosité en se souvenant qu'elle était la petite amie de Weiss. Il lui répond froidement, déclarant qu'Enola est déjà morte.
Il explique que l'hypnose s'est brisée quand Enola a interagi avec un client, mais les souvenirs sont restés. Il décrit calmement comment son hypnose contrôle directement le cerveau, la qualifiant de parfaite pour les affaires. Karisu rejette la mort d'Enola comme un gâchis, disant qu'elle aurait pu être plus utile vivante. Waste tremble de rage, luttant pour assimiler ce qu'il vient d'entendre. Il crie qu'il n'a pas de cœur. Karisu répond sans remords, disant qu'il n'a aucune sympathie pour les sous-humains et admet un ressentiment personnel. Il s'avance l'accusant d'avoir tué son ami. Kurisu annonce au public que le spectacle d'aujourd'hui est annulé et déclare Kyo le nouveau roi démon à exécuter. Il ordonne au DJ de jouer quelque chose d'entraînant alors que l'atmosphère devient hostile. Karisu dit à Kyo de s'avancer seul tout en le prévenant de ne rien tenter. Karisu affirme qu'il libérera l'hypnose sur tout le magasin et demande si Kyo comprend ce que cela signifie. Il déclare avec confiance que tout le monde se souviendra de tout une fois que ce sera levé. Il observe Kyo attentivement, testant sa réaction. Kyo admet qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obéir alors qu'il avance sous les lumières violettes, les autres regardant avec anxiété. Fuji appelle Kyo avec alarme, mais il les rassure silencieusement, pensant que la force brute seule ne résoudra pas cela. Kirisu le loue d'un air moqueur et se prépare à démontrer son contrôle. Kirisu explique que l'hypnose s'active au moment où il établit le contact. Il active sa compétence, déchaînant la super hypnose et induisant une fausse douleur. Kyo réalise qu'il ne ressent aucune différence immédiate. Kyo se vante que l'hypnose est idéale pour le combat rapproché et se moque du choix de compétences de Kyo. Il frappe Kyo directement, confiant dans son avantage. Tija et Fuji réagissent sous le choc alors que le coup porte. Kyo est projeté en arrière, submergé par la force soudaine. Kurisu explique l'effet placebo, disant que le cerveau peut être amené à croire que les dommages sont fatals. Il avance avec confiance, rayonnant de contrôle et d'amusement. Il affirme que l'hypnose fonctionne mieux sur les adversaires tout faibles et explique comment les dommages hallucinés deviennent réels. Karisu se tient au-dessus de Kyo et déclare qu'il va lui apprendre sa place. Karisu se déchaîne de rage, hurlant que Kamiya et Kawa ont été assassinés par des déchets inférieurs à lui. Il rit en s'approchant, affirmant qu'il peut faire en sorte qu'un simple coup de poing ressemble à la mort par hypnose. Il déclare un coup fatal instantané, transformant le propre coup de Kyo en son arme. Kyo est projeté en arrière, tandis que Tassia essaie d'intervenir, mais Kyo l'arrête, insistant qu'il va bien, tout en avertissant tout le monde de rester en arrière. Kyo se ressaisit, décidant que si quelqu'un doit souffrir, ce sera lui. Il se force à endurer, cherchant un moyen de traverser la douleur, alors qu'il se souvient de leur vie passée. Kurisu l'avait déjà raillé, louant sa tolérance à la douleur, alors qu'il pressait l'attaque. Actuellement, Kurisu dit à Kyo qu'il a perdu parce qu'il est faible, mais il chancelle soudain de surprise, entendant quelqu'un l'arrêter. West surgit avec vitesse, frappant Kurisu avant qu'il ne puisse réagir. Il grogne, admettant que West l'a battu en vitesse, mais se moquant de sa technique. Kurisu enchaîne avec un autre coup, refusant de le laisser récupérer. Il active une autre compétence, une énergie sombre s'enroulant autour de sa main. Il sourit, invitant Weiss à le tuer si elle ose. Kurisu prétend avoir une idée brillante alors qu'il hypnotise Weiss. Il se vante de couronner un nouveau seigneur démon pendant que Kyo regarde impuissant. Weiss se fige, ses yeux brillants de rouge alors que l'hypnose prend le dessus. Kyo lutte pour avancer, le suppliant de ne pas se sentir coupable de le tuer. Weiss tremble, des larmes coulant alors que son corps refuse d'obéir à sa volonté. Kyo lutte alors que Kurisu ordonne à Weiss de le tuer, sa voix couvrant tout le reste. L'écarlate éclabousse alors que le coup est déchaîné. Kyo est stupéfait après que Fuji bloque le coup, le poussant à se demander pourquoi elle l'a sauvé. Kurisu rit follement, se moquant de Fuji d'avoir trouvé le courage trop tard. Fuji supplie Kyo de rester en vie et lui dit qu'il doit vaincre Kurisu pour sauver tout le monde. Kyo lutte pour respirer, la peur et la douleur le déchirent. Fuji hurle à tous d'écouter, avertissant que perdre la tête signifie une défaite totale. Les autres la regardent impuissants, sa vie s'éteignant. Elle supplie, sous les yeux de tous, de ne pas laisser l'esprit de Kyo se briser et le conjure de vivre. Sa voix l'atteint à travers le brouillard, l'appelant encore et encore. Kyo tient le corps blessé de Taja, à peine conscient. Kirisu pointe du doigt et rit, qualifiant la mort de Fuji d'inutile et de ridicule. Il se moque de la foule, transformant la tragédie en or comique. Les elfes hypnotisés rient avec lui, nourrissant sa cruauté. La pièce se remplit de voix moqueuses et de railleries sans fin. Kyo s'agenouille, désespéré, serrant Fuji tandis qu'ils éclatent de rire. Karisu ordonne que l'exécution continue, commandant à Weiss de tous les empaler. Kyo murmure qu'il ne laissera pas la mort de Fuji être vaine. Kyo active sa compétence ultime, libérant une puissance démoniaque. Une énergie sombre enveloppe l'arène tandis que sa volonté s'embrase violemment. Une chambre d'exécution noire se forme, scellant Weiss à l'intérieur. Kyo déclare qu'il mettra fin à l'hypnose de Weiss une bonne fois pour toutes. Karisu rit d'abord, se vantant que la compétence emmagasine chaque attaque subie. Tassia charge soudainement, déclarant que personne ne posera la main sur leur roi. Des éclats de glace pleuvent alors que son sort inonde la chambre. Karisu esquive sans effort, ricanant que l'attaque ne l'atteindra pas.
Il sourit, affirmant que sa vitesse surpasse de loin celle de Weiss. Kurisu s'approche soudainement et demande à Tassia si elle n'a jamais pensé à changer de maître. Tassia avertit Kurisu de surveiller son langage alors que la tension s'épaissit. À l'intérieur de la boîte noire, Weiss croit qu'il n'a pas encore tout perdu, tandis que Kyo le rassure, lui disant qu'il n'est pas à blâmer. Kyo se souvient des derniers mots de Fuji et se persuade qu'ils les ont entendus distinctement. Weiss répète les mots destinés à empêcher le cœur de Kyo de se briser. Il se ressaisit, croyant que Fuji a réussi à atteindre les elfes et demande à Weiss le pouvoir d'abattre Kurisu. La relique sinistre se manifeste devant Weiss, offrant un pacte tandis qu'une énergie sombre tourbillonne autour d'elle. Il fixe l'horizon, choqué, tandis que Kyo s'adresse directement à lui, l'appelant le Chevalier Blanc. Dans le club, Kurisu retient Tija, se moquant de sa faiblesse et insistant sur le fait que c'était tout ce qu'elle pourrait jamais accomplir. La raillerie blesse plus profondément quand on dit à Tija que si seulement elle avait été plus forte, rien de tout cela ne serait arrivé. Kurisu suggère froidement que le Seigneur Démon pourrait encore être en vie, ces mots empreints d'une cruelle certitude. Kurisu ricane en regardant Tassia, déclarant que la faiblesse est un péché en soi, et se moquant de son incapacité à protéger quoi que ce soit. Il lève la main et annonce qu'il rendra personnellement son jugement sur Tassia. Une énergie sombre surgit soudainement alors que Kyo libère la boîte noire. Stupéfiant Kurosu, Weiss apparaît et déclare froidement que celui qui mérite vraiment d'être jugé est Kurosu lui-même. Weiss sent une présence familière alors qu'un vent émeraude se rassemble autour de lui. Ses yeux s'écarquillent, tandis qu'il déclare qu'il rendra lui-même son jugement. Kurisu s'avance avec un sourire moqueur, raillant Weiss d'avoir enfin brisé l'hypnose. Souriant avec assurance, Kurisu se vante que Weiss ne peut toujours pas le suivre en termes de vitesse. Kurisu s'élance soudainement dans un flou, se demandant si Weiss se souvient vraiment de lui alors qu'il lance son attaque. Weiss s'avance de manière protectrice tandis que Kyo se tient à proximité jusqu'à ce que le Chevalier Blanc disparaisse en un éclair. Weiss jaillit, réduisant la distance en un instant avec Kurisu. Il réagit en pleine charge, réalisant que la volonté du vent est entièrement revenue à Weiss. Le Chevalier Blanc dépasse le flux d'air avec une résolution inébranlable, jurant qu'il ne sera plus jamais en retard. Sa compétence ultime s'active alors que la volonté du vent jaillit vers l'extérieur en un arc aveuglant. Weiss rétrécit son regard, fixant sa cible tandis que le vent s'aiguise autour de lui. Une tempête de lames éclate alors qu'il déchaîne la fente de la tempête fleurie. L'attaque s'abat en succession rapide, chaque coup propulsé par un élan implacable. Kurosu hurle alors que des entailles écarlates lacèrent de son corps, la force le submergeant en un instant. Weiss s'éloigne tandis que le corps de Kurosu s'effondre derrière lui. Kyo regarde, choqué, réalisant que l'attaque était si rapide qu'il n'avait même pas pu la voir. Des elfes proches crient de panique, hurlant le nom de Kurisu. D'autres crient de colère et de confusion, exigeant de savoir comment cela a pu arriver. Soudain, quelqu'un hurle à tous de reculer, traitant quelqu'un du pire alors que le chaos éclate autour d'eux. Kyo sent que quelque chose ne va pas, réalisant que Kurisu est à terre mais que l'hypnose n'a pas été levée. Weiss se raidit, ressentant une poussée alors qu'il réalise que Kurisu se relève. Il active sa compétence ultime, révélant qu'il peut encore tromper même en saignant au-delà de ses limites. Gravement blessé, Kurisu rit en déchaînant le salut cauchemardesque, déclarant que son corps n'a pas encore fini. Il annonce qu'il va maintenant libérer l'ultra-hypnose qui lie tout le monde dans tout l'endroit. Kurisu se demande ce qui se passerait si les souvenirs de chacun d'avoir été violés dans cet endroit revenaient soudainement tous en même temps. Le groupe tourne la tête avec alarme, réalisant que quelque chose de bien pire est sur le point de se produire. Kyo se souvient comment Kurisu était le capitaine du club de tennis à l'académie, mais Kurisu a transformé le club en son réseau de prostitution personnelle. Il attirait de belles étudiantes de première année, les droguait, prenait des photos obscènes d'elles, puis les vendait à des gens qui pouvaient utiliser ces photos pour du chantage. Beaucoup de filles ont abandonné ou tenté de mettre fin à leur jour en conséquence. Comme Kurisu était le fils du chef de la police, l'intimidateur était inarrêtable et le club sombrait de plus en plus. Actuellement, Kurisu sourit alors qu'il est sur le point de libérer toutes ces femmes asservies de leur hypnose pour les laisser ressentir le désespoir de tous les souvenirs des sombres actions qu'elles ont commises sous le sortilège. L'intimidateur hurle qu'il va montrer à quel point ses esclaves sont plus heureuses sous son rêve. Il déclare la désactivation du sort. Instantanément, toutes les femmes retrouvent leur conscience et tous les souvenirs vécus sous hypnose les inondent. Kyo crie que Kurisu est un homme sans cœur et maléfique. Kurisu répond que les femmes ne sont que des outils à utiliser et que les outils qui se brisent facilement sont sans valeur. Kurisu sourit et rit maniaquement, anticipant que les femmes se noient dans le désespoir. Toutes les femmes éveillées pleurent, mais elles ont aussi l'air déterminées car elles se souviennent des mots de Fuji, leur disant de ne pas laisser Kurisu briser leur cœur. Kurisu et tous les autres sont choqués de voir que les femmes attaquent tous les clients. Kurisu est impuissant en voyant qu'elles n'arrêteront pas leur attaque. L'intimidateur demande pourquoi elles ne se noient pas dans le désespoir. Les femmes répondent qu'elles ne le laisseront plus jamais contrôler leur cœur. Kyo est heureux de voir que la voix de Fuji les a atteintes. Le Seigneur Démon mène Weiss et les femmes à charger Kurisu, tous en même temps. Tija gèle les jambes de Kurisu, le rendant incapable de bouger.
Kyo et Weiss frappent de ses côtes avec une lame simultanément. Kurisu reste calme en disant à ses ennemis que tout se passe toujours comme il le souhaite, quoi qu'il arrive. Il déchaîne sa compétence ultime qui rend son corps plus grand et plus musclé. Il devient si fort qu'il repousse tout le monde loin de lui. Alors que l'énergie remplit davantage le corps de Kurisu, il explique que son auto-hypnose signifie qu'il s'est débarrassé de toutes ses limitations corporelles. Il hurle que personne ne se mettra jamais en travers de son chemin. Weiss remercie Kyo d'être la raison pour laquelle il a retrouvé sa fierté et renforcé le cœur des femmes de son clan. Il admet que Kyo est digne d'être son seigneur démon. Il met son casque et tend un arc en jurant fidélité à Kyo. Kurisu est sur le point de frapper Weiss, mais l'elfe tire une flèche de vent vers lui, ce qui repousse le méchant jusqu'à ce qu'il heurte et fissure le mur derrière lui. Kyo, Tassia et les femmes applaudissent toutes. Weiss s'adresse aux femmes elfes et leur dit qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent de Kurisu, puisqu'il est maintenant faible mais toujours en vie. Kurisu ouvre les yeux et voit que les femmes qu'il avait asservies s'approchent de lui. Toutes ont l'air souffrantes et en colère en pleurant. Kurisu transpire en s'excusant qu'elle ne devrait pas être en colère contre lui, puisqu'il les a maintenues en vie tout ce temps. Secrètement, l'homme appuie sur un bouton rouge dans sa main, paniqué. Les femmes ont toutes des armes improvisées tuées à la main, alors qu'elles s'approchent de plus en plus de lui. Kurisu se met à pleurer en les suppliant de ne pas le tuer. Kurisu mort, Kyo et ses vassaux discutent qu'il ne sera qu'une question de temps avant que l'Empire ne réalise que Kurisu a été vaincu et qu'il doit partir rapidement à cause de cela. Pendant ce temps, le château de Nicole et sa route brillent d'une lumière éclatante. Une force pénètre soudainement dans la boîte de nuit de Kurisu. Il s'avère que c'est Kira en pleine course. Il attaque soudainement Kyo avec sa lame et le seigneur démon parvient à peine à la bloquer avec la sienne. Kira le salue comme s'ils étaient destinés à des connaissances. Kyo se rend compte que la compétence de Kira est d'utiliser la lumière pour se déplacer à la vitesse de la lumière, tout en frappant Kyo avec un barrage de coups d'épée à grande vitesse. Le barrage ne s'arrêtait tout simplement pas, et cela fait comprendre à Kyo comment Kira a vaincu l'ancien seigneur démon en quelques secondes. Tout ce que Kyo peut faire est d'être sur la défensive. Kira se place derrière lui en un clin d'œil et tranche le seigneur démon sur le flanc. Weiss et Tajia se faufilent derrière Kira. Le méchant les voit venir et contre-attaque avant qu'ils ne puissent le frapper. Il les jette tous les deux au sol. Kyo crie pour le bien-être de Weiss et Tajia. Kira lui dit qu'il ne devrait pas oser se soucier de ses camarades alors que Kyo a déjà tué 3 de ses meilleurs amis. Il hurle à Kyo avec colère que ses amis sont partis parce que Kyo a mené ses monstres dans une frénésie meurtrière. La colère de Kyo se manifeste également alors qu'il répond que c'est Kira qui a tué tant d'innocents. Kira dit qu'il ne comprend pas pourquoi Kyo se rangerait contre les humains alors que les démons ne sont même pas sa famille. Kira le considère comme quelqu'un qui est allé à l'encontre de leur but de subjuguer les démons et le voit maintenant comme un traître à leur race. Kyo répond qu'on ne lui a jamais dit de piétiner les faibles tout en construisant un monde qui n'est commode que pour eux-mêmes. Kira voit qu'il n'y a aucun changement dans l'esprit de Kyo, il active sa magie de lumière et se concentre. Kyo peut dire que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Kira brille plus fort et l'endroit devient plus chaud. Kyo se souvient que c'est le pouvoir qui a tout brûlé pendant la guerre. Avec la magie des ombres de Kyo, il enveloppe Weiss, Tajia et les femmes elfes dans l'ombre. L'éclair de lumière détruit le bâtiment de la boîte de nuit. Tous les citoyens de Nicole sont enveloppés d'une lumière aussi brillante que le jour pendant 48 secondes. Une fois qu'il éteint son pouvoir, Kira remercie tous ses amis de tomber au combat, de l'avoir rendu assez fort pour prendre sa revanche. Il voit que Kyo est au sol, inconscient. Pendant ce temps, un groupe de robots mécanisés géants est arrivé sur les lieux. Kira dit à Kaido qu'il est en retard, la tête de l'un des robots s'ouvre, révélant que Kaido le pilote. Kaido pleure pour Kurisu et déteste n'avoir appuyé sur le bouton de transmission pour les renforts qu'à la dernière seconde. Kaido se gifle pour se calmer et reprendre ses affaires. Kira lui dit qu'il veut Kyo vivant afin qu'il puisse servir d'exemple devant le plus grand nombre de personnes possible. Kira laisse Kyo sous la garde de Kaido en disant qu'il fera le deuil de Kurosu et des autres. Kaido prépare ses camarades au travail et appelle le nom de Lizzie. Le cockpit du robot à côté de Kaido s'ouvre, la pilote, qui tient un marteau gigantesque, saute au sol. Lizzie s'approche de Kyo pour mieux observer le nouveau seigneur démon. La naine commente qu'il a l'air beaucoup plus faible que le vieil homme qui l'a précédé. Kaido ordonne à Lizzie d'emmener Kyo à la baleine céleste pour y être emprisonné. Kaido lui dit aussi de ne pas laisser cela être une opportunité de changer de camp et de reprendre son ancien statut de roi céleste. Lizzie répond que Kaido n'a pas de souci à se faire puisqu'elle n'a aucune intention de lancer une rébellion qui ne rapporte pas de profit. Quelques jours plus tard, Kaido est en direct pour présenter le nouveau seigneur démon. Via son livestream, il montre Kyo piégé dans sa cellule au public.
Il annonce que l'exécution des rebelles aura lieu dans 10 heures au château de Nicole. Il annonce également que la meilleure idole de Nicole, Karen, donnera un concert solo en direct avant l'exécution et qu'ils diffuseront tout pour que chacun puisse le voir. Kaido fait une pause mignonne en disant au revoir à ses téléspectateurs. Kaido regarde Kyo dans sa cellule et lui dit qu'il a l'air pathétique. Il avertit le seigneur démon que les menottes qui le lient sont un dispositif de suppression de mana développé par Lizzie, ce qui signifie qu'il ne peut pas utiliser ses compétences pour s'échapper. Il avertit également qu'ils sont actuellement sur un navire, à 10 000 mètres dans les airs, et que même quelqu'un d'aussi fort que Kyo ne peut pas survivre à cette hauteur. Kaido menace de massacrer tous les amis démons de Kyo une fois qu'ils l'auront exécuté, alarmant Kyo. Kaido le laisse alors à sa solitude et à sa colère. Kyo pense que rien n'a changé, quelle que soit sa force, et s'en veut. Il se souvient comment les gens le battaient et a l'impression d'être toujours le gars à terre sur lequel on marche. Il est déçu de ne pas avoir pu être à la hauteur des attentes de quiconque, tout en pensant à tous ses amis qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber. Il regrette que Ren ne soit pas là pour lui donner plus de courage. Il déteste ne pas être aussi fort que son ami tombé au combat. Il entend alors quelqu'un arriver. À sa surprise, c'est Tatsu, son ami des mines. Tatsu plaisante en disant qu'il a le don de se faire attraper. Tatsu explique qu'il a lancé une rébellion dans les mines d'esclaves, mais qu'ils ont été capturés immédiatement. Après cela, lui et les autres évadés ont été emmenés à bord du dirigeable où il se trouve maintenant, appelé la Baleine Céleste. Étonnamment, malgré son statut de prisonnier, il s'est lié d'amitié avec Lizzie autour de l'ingénierie et a obtenu un emploi de mécanicien sur le dirigeable. Kyo est content de voir qu'il va très bien. Tatsu lui dit qu'il n'a pas renoncé à abattre Kira. Lizzie apparaît derrière Tatsu, le prenant en flagrant délit de parler de tuer Kira. Lizzie explique que la clairvoyance de Kaido lui donne le pouvoir de tout voir sur des milliers de kilomètres et qu'il a utilisé sa capacité pour capturer ceux qui s'opposent à l'Empire. Il est également expliqué qu'il y a de nombreux drones volants autour de l'Empire, tous développés par Lizzie qui lui permettent d'étendre son pouvoir. Lizzie avertit Tatsu d'un ton menaçant de ne jamais être négligent avec sa bouche autour du dirigeable. Tatsu s'excuse. Lizzie s'approche ensuite de Kyo et se présente comme l'ancien roi nain des 4 rois célestes, surprenant le seigneur démon. Lizzie continue en disant qu'il est maintenant entièrement du côté de l'Empire. Sur ce, le nain commence à s'éloigner de lui. Kyo lui demande si l'Empire le tient par quelque chose, ce qui arrête Lizzie net. Kyo continue de demander comment il peut accepter que l'Empire utilise continuellement sa technologie contre les démons. Lizzie lui hurle dessus, le traitant d'humain qui ne comprendrait jamais, et affirme qu'il n'y a rien qu'il puisse dire pour le ramener dans la lutte contre l'Empire. En partant, il conseille à Kyo de ne pas lutter dans ses derniers instants de vie. Tatsu dit à Kyo qu'il a entendu dire que Lizzie avait conclu un accord avec l'Empire pour épargner le village nain du massacre en échange de sa technologie. Pendant ce temps, dans la salle du trône du château de Nicole, Kaido rapporte à Kira que l'exécution de Kyo est en bonne voie. Karen regrette que 3 de leurs amis soient déjà morts, mais ils doivent encore tenir la promesse qu'ils leur ont faite. Kira est d'accord, il explique qu'ils doivent tuer Kyo et extraire avec succès le mana de la volonté du roi démon pour concrétiser leur plan. Il promet que tous les 3 iront jusqu'au bout pour le bien de tous leurs amis tombés au combat. Kaido et Karen affichent des regards déterminés en étant d'accord avec lui. Pendant ce temps, Lizzie est dans son atelier martelant quelque chose sur une enclume. Tandis qu'il travaille dur, il se plaint de la rapidité avec laquelle Kyo a été capturé. Il est révélé qu'il vient de terminer une armure noire, qu'il dit être faite d'écailles de dragon noir. Il la considère comme la seule armure capable de se défendre contre la magie de lumière du roi héros. Plus tard, Kaido vient à la cellule de Kyo pour lui dire que l'heure de son exécution est arrivée. Il se moque de la façon dont Kyo n'a régné en tant que seigneur démon que pendant une courte période. Kyo le regarde avec rage. Dans le monde des ombres, Ogas et Lyra demandent à Weiss et Taja si leur seigneur démon est en sécurité. Taja rapporte que Kyo les a amenés dans cet espace juste au moment où le roi Eros était sur le point de les anéantir et croit qu'ils se reposeraient morts si leur seigneur démon n'avait pas fait cela. Elle dit aussi qu'elle ne sait pas si Kyo est en sécurité et que tout ce qu'ils peuvent dire à faire est de croire en leur seigneur. Pendant ce temps, au château de l'Empire, Kaido regarde son téléphone pour se remémorer les photos de leurs jours de lycée. Il dit à Karen que leurs anciens jours étaient les meilleurs. Il dit qu'il pense beaucoup à ses jours il a fait une comment il était entouré d'amis de faux cafards chaque jour. Et comment Karen pleure avec lui en étant d'accord. Le souvenir de ces jours rend Kaido encore plus en colère contre Kyo. Il jure qu'il laissera le monde le voir mourir et en fera un exemple pour quiconque voudrait les défier. Il demande à Karen d'utiliser son pouvoir de star pour l'aider. Karen affiche un regard déterminé en disant qu'elle veut lancer une chanson et une danse sur lesquelles elle a travaillé. Elle monte sur la plateforme qui l'amènera à la scène et fait un signe de paix à Kaido en disant qu'elle donnera tout. Kyo, enchaîné, est forcé de s'agenouiller sur une immense plateforme en bois, l'un des 2 gardes à côté de lui, portant une épée pour son exécution. Une foule immense est venue assister à son exécution.
Kyo est étonné que tant de gens aient l'air si heureux et applaudissent la mort de quelqu'un. Lizzie est quelque part où il y a des leviers devant lui et il dit à Tatsu de se tenir prêt pour ce qu'ils sont sur le point de faire. Pendant ce temps, Kaido est dans la salle de contrôle et est sur le point de commencer la diffusion avec l'équipe de contrôle. Le haut-parleur diffuse la voix de Kaido pour dire à tout le monde qu'ils sont désolés de les avoir fait attendre. La foule devient folle de joie et de larmes. La scène du concert commence à se remplir de fumée. Karen apparaît sur scène comme une étoile scintillante, la foule s'emballe pour elle. Il est expliqué que sa capacité est le charisme et que cela signifie que sa voix, ses mouvements, son regard et son sourire attirent les gens vers elle et asservissent leurs âmes. Même ceux qui regardent le concert depuis chez eux sont ensorcelés par elle au point de l'adorer. Pour ceux qui sont envoûtés, tout ce qu'elle dit devient la vérité absolue. Même ceux qui sont censés être bienveillants tourmentent maintenant les faibles sans hésitation juste à cause de son charme. Karen continue d'interpréter sa chanson et sa danse, mais s'arrête pour faire face à Kyo sur la plateforme. Elle lui demande de s'excuser avant de mourir pour avoir tué 3 de ses amis. Kaido est dans la salle de contrôle et est excité de voir que Karen canalise la rage de la nation sur Kyo. Il sourit alors que la caméra fait un gros plan sur Karen. La jeune fille exige des excuses, alors la foule scande qu'il s'excuse aussi. Kyo sent qu'il est entouré de visages qui le haïssent. Il rit trato. Karen le remarque et lui demande pourquoi il rit. Kyo lui dit que c'est drôle pour lui qu'ils acculent quelqu'un, montent l'ambiance contre eux et dépouillent chaque allié pour pouvoir attaquer exactement comme ils le font toujours. Il lui dit que prévient que malgré leur conviction d'avoir isolé tous ceux qui lui sont chers, ils possèdent encore des alliés dans leur sens. Derrière Karen, un robot gigantesque approche, si il se pose précisément à l'endroit où elle était, la frôlant de justesse en disant tout le monde sur place est sous le choc de voir ce robot apparaître. Les 4 rois célestes pertinemment que c'est Lizzie. Kyo dit à Lizzie qu'il savait que le nain viendrait le chercher. Lizzie demande pourquoi. Kyo répond que le Seigneur Démon doit toujours faire confiance à ses rois célestes et qu'il a su, en le regardant dans la cellule, que le roi nain, en lui, était toujours bien vivant. Lizzie rit, trouvant que Kyo lui rappelle tellement la nature bienveillante de l'ancien Seigneur Démon. Kaido hurle dans le haut-parleur, réprimandant Lizzie pour sa trahison. Il ordonne à tous d'exécuter sur le champ le Seigneur Démon et le traître. Il annonce également qu'ils vont incendier le village des nains et massacrer tous les nains, sans exception. Kaido ordonne à tous ses soldats en armure mécanique de sortir et d'attaquer. Kaido déclare qu'il transformera leurs actions en un spectacle en direct, un divertissement de très haut niveau. Lizzie se moque de la fureur de Kaido et lui rappelle que c'est lui-même qui a bâti son armée de robots. Pendant ce temps, à bord de la baleine céleste, Tatsu se trouve dans la salle de contrôle. Il appuie sur le bouton pour désactiver toutes les sources d'énergie mana des robots. Toute l'armée de robots s'effondre du ciel. Pendant ce temps, Karen s'enfuit, tentant d'échapper à tout ce chaos. Les menottes de Kyo se déverrouillent automatiquement, ce qui surprend énormément les gardes postés derrière le Seigneur Démon. Kyo assomme instantanément les gardes avec ses mains désormais libres. Lizzie révèle à Kyo qu'il avait lui-même programmé les menottes pour qu'elle se libère. Pendant ce temps, le robot de Kaido se relève. Il déclare que tout ce dont il a besoin pour alimenter le robot, c'est de son propre mana. Il recharge le robot qui se remet aussitôt en mouvement. Kyo demande à Lizzie s'il accepterait de former un pacte avec lui et de combattre à ses côtés. Lizzie répond qu'il va ajouter une clause à leur contrat, lui offrant l'armure noire capable de bloquer la magie de lumière de Kira. Kyo enfile l'armure noire et ressent immédiatement à quel point elle s'adapte parfaitement à son pouvoir obscur. Lizzie se souvient avec regret d'avoir vu l'ancien Seigneur Démon mourir juste sous ses yeux. Il déclare qu'il doit apprendre de ses erreurs en tant qu'ingénieur et qu'il doit protéger son Seigneur Démon cette fois-ci. Kyo le remercie sincèrement. Pour l'instant, Kyo entrevoit l'espoir de vaincre Kira et de mettre un terme à ses massacres et à son oppression. Juste au moment où ils s'apprêtent à sceller leur pacte, le robot de Kaido fonce et repousse violemment Lizzie loin de Kyo. Kaido dit à Lizzie, en faisant glisser la tête de son robot sur le sol, qu'il le tuera avant même qu'ils ne puissent sceller leur pacte. Kyo est sur le point de rejoindre Lizzie, mais 3 sorciers ennemis l'interceptent avant. Ils activent leurs capacités élémentaires individuelles et les projettent vers Kyo. Kyo éteint sans effort leur sort et menace de les tuer s'ils osent s'approcher davantage. Le trio de sorciers est tellement intimidé qu'ils se figent complètement, incapables de lui faire le moindre mal. Pendant ce temps, Kaido poursuit son assaut acharné sur Lizzie. Il peut prédire chacun de ses mouvements grâce à son armure mécanique, sa clairvoyance percevant le moindre détail de Lizzie. Avec sa version ultime de clairvoyance, son robot se retrouve entièrement couvert d'yeux. Kaido se vante de la façon dont son pouvoir s'adapte parfaitement au combat robotique. Il charge un faisceau d'énergie depuis son armure mécanique et le projette sur le robot de Lizzie. Le robot est violemment repoussé, ses bras étant complètement détruits. Le robot de Kaido le rattrape et plaque Lizzie contre un mur. Alors qu'il le maintient ainsi, il lui demande ce que ça fait d'être tué par sa propre création. Avec un sourire narquois, il insiste pour que Lizzie lui dise ce qu'il ressent. Kyo se retrouve soudainement sur la tête du robot de Kaido sans que ce dernier ne le remarque. D'un seul coup de poing, le robot est projeté au loin et s'écrase violemment contre un mur. Kyo demande alors à Kaido ce que ça fait d'être frappé par la personne qu'il avait l'habitude de tyranniser. Kyo s'excuse ensuite auprès de Lizzie pour son retard et explique que c'était parce qu'il avait trouvé trop difficile de vaincre les ennemis sans les tuer. Il est révélé qu'il a assommé des dizaines de sorciers qui sont maintenant éparpillés sur le sol.
Lizzie est simplement ravie de voir que son armure noire fonctionne parfaitement. Pendant ce temps, Kaido s'est déjà relevé, il prépare ses missiles, puis les lance tous directement sur ses ennemis. Une vaste zone du château explose et est aussitôt engloutie par les flammes. Kaido rit, persuadé d'avoir anéanti ses ennemis. La foudre déchire le ciel, Lizzie émerge des flammes expliquant à quel point le pacte avec le Seigneur Démon est avantageux, car il lui a non seulement conféré un pouvoir accru, mais a aussi réparé son robot. Kaido constate que le robot de Lizzie est de nouveau intact et plus puissant que jamais. Lizzie déclare qu'il est temps de régler leur bataille une bonne fois pour toutes. Kaido se résigne au fait qu'ils perdront quand même malgré la réparation de son robot. Il charge en tirant de nombreux missiles, tout en affirmant qu'il est le meilleur en combat mécanique grâce à son incroyable capacité. Lizzie esquive tous ses missiles sans effort et dit que les yeux de Kaido sont inutiles si son attaque reste aussi médiocre. Le robot de Lizzie déploie à Vertu une lame de son bras qui vibre et s'illumine d'éclairs. Il tranche le robot de Kaido en deux. Lizzie remercie son nouveau seigneur démon. Le robot ennemi explose alors juste derrière lui. Kyo dit à Lizzie que c'est lui qui devrait le remercier car c'est uniquement grâce à Lizzie qu'ils ont réussi à vaincre Kaido. Le seigneur démon tourne ensuite son regard vers Kira et se dirige d'un pas décidé vers l'entrée du château. Pendant ce temps, Kira se trouve dans une pièce travaillant sur une sorte de porte magique qui n'est pas encore achevée. Un faisceau bleu s'approche furtivement de lui mais il le saisit de sa main. Kira sourit, s'attendant à l'arrivée imminente de Kyo. Karen fait irruption dans la pièce où se trouve Kira. L'idole est en pleine panique et dit à Kira que Kaido est désormais mort et que Kyo arrive. Kira l'accuse d'être resté les bras croisés pendant que son ami se faisait massacrer. Il sort son sabre et la poignarde, justifiant qu'elle lui serait bien plus utile morte. Le roi Eros absorbe son pouvoir à travers le sabre planté en elle. Il laisse son corps gisant au sol, justifiant son acte en disant qu'elle est plus utile pour accroître sa puissance que de la garder simplement à ses côtés. Pendant ce temps, Kyo est sur le point de pénétrer dans le château. Bloquant son chemin se trouve le Chevalier Doré, le gardien du roi Héros. Le Chevalier Doré s'avance et fonce sur le Seigneur Démon, son épée à la main. Kyo touche le sol qui se brise alors dans une puissante explosion. Kyo et le Chevalier continuent d'échanger des coups d'épée malgré l'état de destruction de la zone. Kyo charge son attaque finale et fonce sur le Chevalier jusqu'à se retrouver derrière l'ennemi blindé. Le coup d'épée provoque un vortex qui aspire le Chevalier tout entier. Kyo entre dans le château et voit Kira qui l'attend de pied ferme. Kira lui dit qu'il aurait dû le tuer quand il en avait eu l'occasion, et alors qu'il charge son pouvoir de lumière, il jure que cette fois, il y parviendra. Kira invoque de nombreux monstres géants, tous vêtus de blanc et d'or. Kira déclare que c'est son devoir sacré de détruire le Seigneur Démon. Kyo se met à genoux, ce qui fait croire à Kira qu'il a réalisé qu'il ne peut pas gagner. Dans sa position agenouillée, il touche le sol qui devient alors noir sous l'effet de son pouvoir. Kyo lui répond qu'il est tout à fait typique de Kira de sous-estimer ses victimes. À travers l'obscurité, il ouvre un portail vers la dimension des ombres. Du portail surgissent tous les alliés qu'il a rassemblés au cours de son périple. Les derniers à apparaître sont les 4 rois célestes et Tassia. Kira commente que cette racaille vient de se multiplier. Kira ordonne à son armée de charger et ainsi, les monstres sacrés et l'armée démoniaque s'affrontent. Pendant que leurs sbires s'affrontent, le Seigneur Démon et le roi Héros se font face. Le champ de bataille est tellement dévasté qu'il brille d'une lumière intense. Kira dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec Kyo car il a un empire à gouverner. Kyo répond que de nombreuses personnes ont souffert à cause de lui. Le Seigneur Démon se remémore tous ceux qui ont tant perdu aux mains de Kira. Il dit au roi Héros qu'il ne lui pardonnera jamais. Kira répond que les gens qu'il a mentionnés n'ont absolument aucun droit. Il pointe son épée qui s'illumine alors qu'elle charge de l'énergie. Il projette sur Kyo un faisceau de lumière visible même de l'extérieur. La fumée se dissipe et Kira est surpris de voir que Kyo a résisté à son formidable pouvoir. La seule zone qui n'est pas détruite est le sol juste derrière Kyo. Kira essaie de déstabiliser Kyo en mentionnant Ren. Il admet que c'est lui qui l'a tué. Kyo répond qu'il le sait déjà, mais qu'il n'est pas du tout troublé. Il dit qu'il n'est pas venu pour se venger, mais pour l'abattre au nom de ceux qu'il a opprimés. Kira rit, amusé de voir Kyo brûler d'une telle détermination. Encore une fois, il croise le fer. Kira repousse Kyo, mais le Seigneur Démon se téléporte aussitôt derrière lui. Kira tranche Kyo avant qu'il ne puisse s'approcher, mais il s'avère que ce n'est qu'un simple clone. Kira regarde autour de lui et constate qu'il est entouré de clones de son ennemi. Kira active alors une pluie de lances de lumière qui détruit les clones. Le vrai Kyo apparaît derrière lui, surgissant d'un portail au sol. Il poignarde Kira par derrière. Kira se contente de rire et saisit l'épée de l'ennemi plantée en lui pour empêcher Kyo de s'échapper. Il dit à Kyo qu'il aurait dû apporter un casque aussi. Le roi Héros déclenche une explosion de lumière, ce qui fait de nouveau briller le château. Kira se souvient quand il était encore un petit garçon, se faisant réprimander par son père parce qu'il n'était pas aussi bon que son frère.
Quelques années plus tard, Kira pleurait tandis que son père lui criait dessus parce qu'il était ami avec des gens qu'il jugeait indignes de leur famille. Des années plus tard, son père lui a encore crié dessus pour avoir terminé deuxième en finale. Kira a trouvé l'excuse qu'un élève transféré avait fait mieux, alors le père a froissé sa copie d'examen et lui a dit qu'il n'y avait pas de place dans leur famille pour ceux qui n'étaient pas numéro 1. L'adolescent Kira semblait si peiné par la façon dont son père le traitait. Il a serré les dents et a blâmé Ren d'être meilleur que lui. Dans le présent, les alliés de Kyo observent la lumière aveuglante et ils s'inquiètent pour leur seigneur démon. Alors que la lumière disparaît, elle révèle que Kyo a été mis hors de combat. Kira explique qu'il n'a pas de capacité ultime car sa compétence normale décide déjà de tout. Kira pointe son épée vers le seigneur démon. Soudain, Kira rit et nomme tous ses amis tombés au combat. Il leur dit que leur rêve est enfin réalisé. La tour du château derrière Kira projette un faisceau de lumière qui atteint le ciel. Kira dit qu'en tuant Kyo, ils pourront réécrire le monde entier. Pendant ce temps, la conscience de Kyo s'enfonce dans une obscurité sans fin. Il essaie de se souvenir qu'il a été terrassé par la lumière de Kira. Il veut s'échapper mais craint de ne pas pouvoir en sortir. Il craint d'être seul et de mourir seul. Sa main est soudainement saisie par quelqu'un. Kyo regarde et voit que Ren l'a attrapé pour stopper sa chute dans l'obscurité. Pendant ce temps, les armées de Kira et de Kyo continuent de se battre. Ogas, Lyra, Weiss et Lizzie activent tous leurs mouvements ultimes contre leurs ennemis. Les 4 rois célestes réalisent alors que Tassia a disparu. Mystérieusement, ils voient une lumière bleue passer devant eux. Pendant ce temps, Kira se concentre en prononçant un discours sur la façon dont leur mission a toujours été de recréer la porte autrefois utilisée par la déesse pour retourner dans leur monde d'origine et qu'ils ont bâti leur nation pour ce seul et unique souhait. Kira dit aussi que seul lui a l'intention d'utiliser les ressources de ce monde fantastique. Il ajoute qu'il compte également utiliser la magie, car c'est une énergie qui recèle des possibilités infinies. Il promet qu'avec elle, il deviendra le souverain suprême des 2 mondes. Il espère que s'il y parvient, son père l'approuvera enfin. Kira se transforme, portant désormais une armure blanche avec un casque et des ailes d'ange. Il continue de dire que la seule chose qu'il lui reste à faire est d'utiliser la volonté du seigneur démon. Il flotte auréolé d'une lumière dorée, déclarant que la mort de Kyo sera le fondement de sa suprématie. Pendant ce temps, la conscience de Kyo est avec l'âme de Ren. Ren lui sourit et lui dit qu'il est devenu fort pendant son absence. Kyo n'est pas d'accord et dit qu'il s'est efforcé d'être aussi fort que Ren, mais a fini par être incapable de sauver le moindre démon. Kyo regrette instantanément ses paroles, réalisant qu'il doit paraître pathétique devant son ami. Ran lui donne une tape sur la tête et lui dit que ce n'est pas encore terminé. Ren poursuit en disant que le cœur de Kyo bat toujours et que l'âme de Kyo est toujours vivante. Il est donc encore bien trop tôt pour qu'il abandonne. Ren promet de lui donner toute sa volonté et son pouvoir. Il pousse Kyo et lui dit d'aller botter les fesses de Kira. Alors que Kyo tombe à nouveau, Ren lui dit que ses amis l'attendent et qu'il doit créer un monde où personne ne sera blessé. Kyo veut lui en dire plus, mais il tombe à nouveau dans le gouffre des ténèbres. Pendant ce temps, Tassia s'avère avoir utilisé son corps pour protéger Kyo des lames que Kira a tenté de lui lancer, et elle est maintenant blessée. Tassia déclare qu'elle ne le laissera pas tuer le seigneur démon une fois de plus. Kira charge sa lumière et lui dit qu'elle devrait être reconnaissante de mourir aux côtés de son maître. Tassia parle au corps inconscient de Kyo et lui dit qu'il n'a pas le temps de dormir, car il est temps pour lui de récupérer la dignité qui leur a été volée. Elle hurle qu'il est temps pour le seigneur démon de se relever. Le corps de Kyo surgit soudainement d'une énergie sombre, ce qui laisse Kira sous le choc. Kyo émerge des ténèbres, ressemblant à un véritable seigneur démon, avec une armure noire améliorée, des cornes en guise de couronne et d'énormes crocs dans sa bouche qui forment un grognement perpétuel. Kyo promet à Tassia, désormais inconsciente, qu'elle peut tout lui laisser. Kira n'arrive pas à croire à quel point Kyo est persistant et pense que Kyo est comme un boss final de jeu. Kira charge Kyo et Kyo charge Kyo en retour. Leur affrontement est comme une bombe atomique. Kira déchaîne des lames projectiles sur Kyo. Kyo sort des griffes acérées et bloque toutes les lames qui arrivent, les renvoyant dans la direction de Kira. Le roi héros Kira active un cercle magique qui invoque une explosion d'énergie vers Kyo. Le seigneur démon Kyo esquive et l'explosion éclate derrière lui. Kyo charge Kira, alors le roi héros bloque les griffes de Kyo avec son épée. Leur affrontement connecte Kyo au souvenir de Kira et Kyo voit Kira pleurer parce que son père venait de le réprimander. Leurs lames entrent de nouveau en contact et cela montre à Kyo un autre souvenir de Kira, jaloux que son père caresse la tête de son frère. Kyo peut sentir l'obscurité dans le cœur de Kira. Leurs lames se croisent encore et Kyo revoit le petit garçon triste. Kyo réalise que Kira ne savait appartenir à un groupe que par l'intimidation. Kyo est en colère que son ennemi agisse comme s'il le comprenait. Le roi Eros rend son épée grande et brillante pour un coup fatal et il dit à Kyo de ne pas oser regarder dans son cœur. Kyo invoque aussi une épée géante de son monde des ombres.
La lumière et l'obscurité se précipitent l'une vers l'autre à nouveau avec leurs armes gigantesques. Leurs lames se connectent encore, créant une explosion de lumière et de ténèbres. La fumée se dissipe pour révéler que les armures des deux combattants sont lourdement endommagées, au point que leurs visages sont maintenant exposés à travers leurs casques. Kyo dit à Kira qu'il doit y avoir un autre moyen que celui-ci. Kira n'est pas d'accord et se précipite de nouveau vers Kyo, son épée à la main. Kyo est choqué de voir que Weiss a bloqué l'attaque pour lui. Weiss dit à son seigneur, Kyo, qu'il ne mourra pas seul. Ogas, Lyra et Lizzie attaquent Kira de multiples directions. Kira déchaîne une lumière qui les repousse tous. Kyo demande à ses rois s'ils resteraient avec lui juste un petit peu plus longtemps. Ils répondent qu'ils se battront à ses côtés jusqu'à la fin. Kira les remercie pour leur conviction. Kyo se souvient comment il a rencontré tous les rois célestes et à quel point il est heureux d'être avec eux et de combattre à leur côté. Il sourit en pleurant en disant qu'il est devenu un seigneur démon heureux. Les rois sourient et partagent ses sentiments. Ils chargent tous leurs ennemis ensemble. Kira esquive chaque attaque qu'ils portent, bien qu'ils attaquent comme un seul homme. Il bloque Ogas et Lyra avec ses deux mains, laissant Kyo le frapper. Kira est repoussé, mais il devient frustré, alors il prépare son attaque de faisceau de lumière. Pendant ce temps, Kyo remarque quelque chose qui brille derrière lui. Il s'avère que c'est Tassia qui est à mi-chemin de sa téléportation et rejoint la bataille. Tous les alliés chargent l'ennemi. Les mains et les pieds de Kira sont gelés par Tassia, le rendant incapable de lancer un tir laser ou de bouger. Pendant ce temps, la porte vers le monde réel s'ouvre derrière Kira. Kyo se dirige vers le roi héros et frappe Kira avec son épée sombre. L'impact crée une explosion de ténèbres. Alors que la fumée se dissipe, les démons réalisent que leur seigneur démon Kyo a disparu. Ils voient cependant la porte brillant d'une énergie sombre. Tassia craint que leur maître n'ait dû entrer dans la porte. Pendant ce temps, Kyo est à peine conscient alors qu'il se retrouve dans l'obscurité et essaie de se souvenir de ce qui s'est passé. Il ouvre les yeux mais c'est trop flou pour voir quoi que ce soit. Il essaie de trouver ses amis mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Il se réveille enfin complètement dans un lit, ses blessures bandées. Il est choqué de voir que Kira est à ses côtés, le regardant. Il essaie de se lever pour attaquer Kira, mais Kira lui demande de se calmer. Kira dit à Kyo qu'ils sont dans le monde réel maintenant et que leur bataille dans l'autre monde n'a plus aucune importance. Il montre à Kyo par la fenêtre que le monde réel est désormais rempli de bâtiments délabrés, mais il y a aussi des vaisseaux spatiaux volants et des structures d'apparence extraterrestre. Kira dit à Kyo que les humains ne sont plus aux commandes de ce monde. Kyo se demande si la déesse qui les a envoyés dans l'autre monde savait que cela arriverait. Kira est sur le point de sauter par la fenêtre, un trident de lumière à la main, car il prévoit d'explorer la zone. Il demande à Kyo ce qu'il va faire, mais Kyo est encore trop secoué pour pouvoir répondre.